Je suis dans un départ. Au départ, mais c'est pas grave, personne ne peut la vu. On peut y aller? D'accord. D'accord. Bien. Bien, mesdames et messieurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci de terminer de vous installer. Je vois que tous les âges sont représentés avec nos amis étudiants. Merci d'être là en masse dans ce lieu prestigieux de l'Université Lyon 2, Grand Amphithéâtre. Je suis très heureux de participer cette année encore à la modération de cette session, alors cette année sur l'Europe. Je me présente rapidement, Emmanuel Cuny, je suis éditorialiste, chroniqueur économique sur France Info et j'ai l'honneur de présider l'AGEF qui est l'association des journalistes économiques et financiers. Nous sommes partenaires de DGECO parce qu'en fait nous avons une philosophie commune qui est je crois, la structuration du débat économique en France. On en a bien besoin aujourd'hui, on le voit notamment à l'aune de la construction du fameux PLF 2026, donc le projet de loi de finances, le budget 2026, on voit que ça part un petit peu dans tous les sens, donc besoin de recadrer, même du point de vue micro et macroéconomique. Je dirais que la vertu des différentes crises financières qu'a connues le monde ces dernières décennies a suscité une appétence de votre part, moi je le vois au niveau auditrices, auditeurs, téléspectateurs, la volonté vraiment de comprendre comment fonctionne l'économie aujourd'hui. Exemple très simple, sur la politique monétaire, il y a 10 ans, un grand média, un média mainstream, grand public, n'aurait jamais ouvert un journal d'information avec les taux d'intérêt américains de la Fed. Bon, aujourd'hui, vous êtes habitués toutes et tous, ça va, on sait ce qu'est un taux d'intérêt parce qu'on a tous un peu d'épargne, aussi faible soit-elle, le livret A, etc. Donc on s'intéresse à la chose économique et je pense que le débat a besoin vraiment d'être structuré aujourd'hui. Et merci aux organisateurs des GECO de le faire vraiment à destination du grand public tous les ans, c'est formidable. Alors, je ne vais pas m'attarder avant de donner la parole à nos intervenants. On va replacer tout ça en fait au niveau européen, puisque effectivement cette volonté est identique, en essayant d'être quand même optimiste, pas d'un optimisme béat, parce que l'Europe avance, peut-être trop lentement pour certains, mais elle avance. Et on va voir justement quels sont les moyens d'aller encore plus vite. Alors je vous présente rapidement les intervenants à cette plénière. Donc les Européens et leur destin. Jean Tirole, prix Nobel d'économie 2014, faut-il le rappeler, chercheur président honoraire de l'école d'économie de Toulouse, professeur au MIT. Et Monsieur Tirole, vous travaillez actuellement sur les liens entre comportement, cohésion sociale et l'économie digitale. Et on vous doit le rapport Blanchard-Tirole, bien sûr, les grands défis économiques. C'était en 2021, bâti autour de 3 axes. Inégalité, changement climatique, vieillissement, autant dire des sujets qui sont toujours, voire plus que jamais, d'actualité. Nous allons y revenir, bien sûr. À votre gauche, Madame Sylvie Goulard. Sylvie Goulard, vous avez été députée européenne, ministre des Armées en 2017. Vous avez été première sous-gouverneure de la Banque de France. Vous êtes professeur à l'université italienne Bocconi, spécialiste de l'Europe, bien sûr, et on vous doit notamment plusieurs ouvrages, L'Europe pour les nuls, Goodbye Europe et La Democrazia in Europe. Clément Beaune, haut-commissaire à la stratégie et au plan. Vous avez, Monsieur Beaune, succédé à François Bayrou en unifiant le commissariat au plan et France Stratégie. Avant d'être nommé ministre des Affaires européennes de 2020-2022, vous avez notamment été conseiller spécial du président de la République, Emmanuel Macron, sur les questions européennes, puis son conseiller G20. André Lescruy-Pietri, président et directeur scientifique de JEDI, c'est un petit peu notre Jedi, notre combattant du jour. Alors, c'est votre guerre des étoiles à vous. Rapidement, JEDI, ça veut dire quoi? Très très rapidement, une petite définition pour qu'on... C'est l'initiative européenne d'innovation de rupture, donc on finance les éléments de compétitivité technologique future de la France et de l'Europe. C'est un petit peu l'ARPA, l'ARPA américaine, donc qui est l'agence d'innovation aux États-Unis. Et donc vous êtes spécialiste notamment de capital risque et investissement. Et puis, à mes côtés, Hélène Rey, grande ordonnatrice de cette session d'ouverture, cette session plénière sur l'Europe. Hélène, vous êtes professeure d'économie à la London Business School. Vos recherches se concentrent sur les crises financières, les déséquilibres financiers, leurs conséquences, et puis bien sûr l'organisation du système monétaire international. Vous êtes chercheur principal à la British Academy et au Centre for Economic Policy Research. Alors je vais vous donner à chacun 8 minutes de propos liminaires, propos introductifs, pour que vous nous expliquiez un petit peu votre idée force par rapport à la thématique qui est la nôtre aujourd'hui. Et puis après, nous allons débattre. Et, chose très importante, vous le savez,
c'est un rendez-vous qui se veut interactif parce que c'est votre journée aussi. Les GECO, ce sont vos journées de l'économie. Et vous avez la possibilité, comme vous le savez, de poser les questions. Elles vont m'arriver ici sur une tablette au fur et à mesure. On consacrera du temps à répondre aux questions. Vous avez un numéro de téléphone qui va s'afficher. Il vous suffit de composer ce numéro et d'envoyer votre question par SMS. On y va, Hélène ? Petit tour d'horizon pour camper le décor déjà de cette table ronde. Et puis après, on va débattre. Merci beaucoup Emmanuel. Bonjour, bonjour à tous. Je voudrais commencer par remercier les organisateurs du GECO d'avoir bien voulu associer le CEPR à l'organisation de cette session. Donc je vais juste dire un mot sur le CEPR. Le CEPR dont je suis vice-présidente est basé à Paris et c'est ce qu'on appelle un ThinkNet, c'est-à-dire c'est un réseau de chercheurs en fait. C'est pas un think tank, c'est un réseau de chercheurs universitaires qui sont dans à peu près tous les domaines possibles, qui font de la recherche de grande qualité. Et nous avons la chance, par exemple, au CEPR, d'avoir dans nos rangs nos 3 Nobel français, donc Jean Tirole qui est ici aujourd'hui, Esther Duflo qui était avec nous en fait l'année dernière, et le petit dernier, Philippe Aguian, qui sera aussi à Lyon, je crois, dans les jours qui arrivent. Donc merci. Donc je vais avoir la chance et le plaisir de parler un petit peu d'Europe pour donner un petit peu le paysage du panel. Et je dois dire que ça me fait du bien de parler d'Europe, étant donné qu'on est un petit peu dans un marasme national en ce moment. Donc on va essayer d'être un peu plus constructif et de se changer les idées. Quand on regarde le monde autour de nous, c'est quand même pas très réjouissant. On a une impression de déstabilisation et à mon avis un peu de folie en ce moment. Il y a bien sûr l'agression russe en Ukraine, la guerre hybride russe qui est en train de se développer contre l'Europe. Et il y a la rivalité Chine-États-Unis qui est très présente et qui domine beaucoup de choses en relations internationales à présent et aussi du point de vue économique. De fait, la croissance chinoise rebat vraiment les cartes au niveau mondial et la Chine est en train de devenir un pouvoir majeur et avec une organisation politique qui est quand même très très loin, très très différente de nos démocraties. Donc pour rappel, la population chinoise c'est quand même 1,4 milliard d'individus. La population de l'Union européenne c'est 450 millions et les États-Unis c'est 350 millions d'habitants. Donc on voit la puissance chinoise qui, dans la carte mondiale qui est en train de se construire. Si on regarde du côté de l'Ouest, du côté des États-Unis, eh bien, les États-Unis sont en train de prendre une tournure qui est quand même très autoritaire. Et très honnêtement, moi je ne sais pas où ça va s'arrêter. Il est très clair que les États-Unis se sont détournés du multilatéralisme, de leurs alliés, c'est-à-dire qu'ils se sont détournés de nous de façon assez claire, que le président Trump admire les dictateurs et que les institutions internationales sont attaquées par l'administration américaine, qu'on pense à l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation mondiale du commerce et j'en passe. Mais l'administration Trump attaque aussi les institutions américaines de la démocratie. Et vous avez certainement vu M. Vance, le vice-président américain, soutenir l'extrême droite en Allemagne et aussi, je peux le dire, j'habite à Londres, au Royaume-Uni. Le niveau de corruption ouverte aux États-Unis est en ce moment assez incroyable, du jamais vu. Et on peut dire que les membres de la famille Trump sont les nouveaux rois de la crypto-monnaie. Et ils gagnent beaucoup d'argent. Alors j'ai perdu le compte des millions, des centaines de millions que la famille Trump a gagné avec l'émission de diverses crypto-monnaies, que ce soit des stable coins ou des meme coins, etc. Et les milieux d'affaires aux États-Unis, largement, obéissent à ce qui se passe avec l'administration. Pendant ce temps, notre Parlement français débat avec peut-être un peu de puérilité dans notre microcosme. Donc, on va se remonter le moral et on va parler d'Europe. Dans l'histoire de l'Union européenne, c'est celle d'une réussite qui est quand même assez spectaculaire. La construction européenne a garanti le maintien de la paix pendant 70 ans en Europe. Et ce n'est pas rien quand on connaît l'histoire de l'Europe. C'est d'ailleurs quelque chose que le regretté Michel Serres montrait souvent et dont il discutait souvent. Il soulignait comme c'était exceptionnel, cette pause pacifique dans l'histoire de l'humanité. D'ailleurs, l'Union européenne a eu un prix Nobel de la paix.
Et ça, on sait que ce n'est pas donné à tout le monde. Parmi les succès marquants de l'Union européenne, il y a eu évidemment la création de l'euro, de la Banque centrale européenne, et la création tout simplement de l'Union européenne comme puissance économique. Donc là encore, les ordres de grandeur. Le PIB des États-Unis, c'est à peu près un quart du PIB mondial actuellement. Le PIB de l'Union européenne, c'est à peu près 17%. Et la Chine est encore en dessous. Donc on est quand même la deuxième puissance économique en termes de taille de PIB. Et on a énormément de réseaux commerciaux. On est une grande puissance commerciale dans le monde. Par comparaison, donc, le PIB de la Russie, c'est un PIB qui est plus bas que celui de la France. Le PIB de la Russie, c'est à peu près l'ordre de grandeur, c'est à peu près le PIB de la péninsule ibérique, grosso modo. L'Union européenne, c'est un espace démocratique avec liberté d'expression à peu près partout. Alors, on a des menaces en Hongrie, par exemple, on le connaît bien, avec une protection sociale qui est en moyenne assez avancée et une espérance de vie élevée en Union européenne. Donc là encore, si on regarde l'espérance de vie en Union européenne, elle est plus élevée, que ce soit pour les hommes ou les femmes, qu'aux États-Unis, évidemment qu'en Russie, où là c'est un peu le désastre, ou qu'en Chine. On a eu quelques tigres européens, comme la Pologne, qui se sont développés de façon à une croissance assez importante, grâce à leur intégration dans l'Union européenne, et qui montrent qu'il y a une réussite économique qui a contribué à renforcer le poids de l'Union européenne dans l'économie mondiale. Bon, on pourra parler aussi du climat, où l'Europe est quand même assez aussi relativement en avance. Évidemment, on a toujours des problèmes. Bon, évidemment, tout ça, ça ne nous absout pas de la nécessité absolue d'agir très très vite maintenant. Il faut agir, il est très très urgent d'agir. Il y a l'aide à l'Ukraine, il y a investir dans la défense, dans l'innovation, dans le climat, dans la santé, dans la lutte contre la corruption. Il faut ne pas rater notre positionnement vis-à-vis de l'invasion des crypto-monnaies. Donc il y a des challenges qui sont quand même très, 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 très importants. Mais là, j'ai totalement confiance en le panel qui va nous dire exactement ce qu'il faut faire de façon concrète pour continuer d'avancer du point de vue de l'Union européenne, dans l'Union européenne. Et il ne faut jamais perdre l'idée que l'Europe est bien plus forte que la France toute seule. Mais en même temps, il faut vraiment aller vite et donc il faut passer à l'action. Donc je finirai en disant que Jean Monnet, qui était l'illustre prédécesseur du haut-commissaire, ici présent, dans ses mémoires disait « L'économie n'est pas seulement une question de bien-être matériel, elle constitue la base indispensable de l'indépendance et de la préservation de la démocratie. » Voilà, nous y sommes. Merci beaucoup. Merci Hélène, on peut vous applaudir. Voilà le décor bien campé et merci surtout pour la concision et j'invite tous les intervenants de cette table ronde à tenir les délais parce que nous avons beaucoup de choses à dire effectivement et à débattre. Jean Tirole, quand on parle Europe, évidemment on évoque l'aventure commune mais aussi la souveraineté dans des tas de secteurs en matière d'innovation notamment. L'Europe, ça n'est pas uniquement la lenteur de décision et d'exécution que certains dénoncent. Vous-même, vous avez effectivement, on le sait, un regard très critique, très objectif sur l'Europe, qui est aussi quand même une foultitude de sources d'espoir. Encore faut-il s'en convaincre et surtout en convaincre l'opinion. Très bien. Merci Emmanuel et merci Hélène pour cette invitation. Je suis très heureux d'être parmi vous au GECO. Donc la souveraineté, plus généralement, 3 points d'alerte. La souveraineté, le retard technologique et l'endettement, ils sont tous les 3 liés. Notre perte de souveraineté, c'est tout d'abord la perte de compétitivité. Je vous rappelle que la productivité horaire, j'insiste sur horaire, par rapport aux États-Unis est à peu près un tiers plus faible. L'écart s'accroît, les facteurs sont nombreux, on pourra en parler pendant quelques minutes. Mais cette perte de souveraineté se traduit de 2 manières, de compétitivité, pardon. Tout d'abord une perte économique, et on ne peut pas avoir de croissance du pouvoir d'achat qui soit pérenne si on n'a pas de gain de productivité, ce n'est pas possible. Mais aussi la perte de souveraineté, qui est le sujet, une partie du sujet de cette table ronde. Alors militaire, on le sait très bien, on est incapable de défendre l'Ukraine, pour ne prendre qu'un exemple. Mais aussi économique. Donc on l'a vu avec les tarifs hier.
Demain, ça sera évidemment la régulation des GAFAM, parce que les États-Unis vont dire que c'est une atteinte à la souveraineté américaine. Ça va être effectivement les stablecoins. Donc là, il y a vraiment un enjeu économique gigantesque des États-Unis dans les stablecoins pour financer les déficits, mais aussi, comme le rappelait Hélène, aussi toute la corruption de l'administration américaine. Donc nous, on voudra réguler les stablecoins, mais effectivement, on sera peut-être empêché. Alors, oui, effectivement, moi j'ai toujours pensé que, sans doute, comme tous les participants de cette table ronde, nous sommes tous très pro-européens, bien sûr. Et il n'y a pas assez d'Europe, c'est une évidence. Il n'y a pas assez d'Europe, c'est une aubaine pour les États-Unis, pour la Chine, pour la Russie, qui peuvent diviser pour mieux régner. On perd des rendements d'échelle, que ce soit dans l'innovation, le marché de l'électricité, les achats communs, par exemple, qu'ils soient militaires ou non. On a des problèmes, mais qui ont été soulignés des centaines, des milliers de fois sur les marchés financiers, sur les marchés du travail. On a 27 systèmes juridiques différents, les lois du travail sont différentes, les règles en matière de marché public sont différentes, etc., etc. En plus, on a une Europe qui n'est pas toujours très heureuse, en particulier vis-à-vis de sa gouvernance, la gouvernance de l'innovation. Là, je crois que André va en parler et on en reparlera aussi demain. C'est quelque chose qui est très mal fait en Europe. Ce n'est pas un hasard si on est complètement à la ramasse, si vous me pardonnez l'expression, d'un point de vue technologique. Il y a une bonne raison, ce n'est pas qu'on n'a pas de bons scientifiques, c'est simplement qu'on ne veut pas, être bon en innovation, malgré tous les discours. Une réticence à centraliser, donc les budgets de recherche, les achats publics et d'autres domaines. Et ce qu'on fait à la place, c'est une inflation normative. Alors, je ne suis pas contre la norme. Je pense qu'il faut beaucoup de réglementations, mais pas des réglementations idiotes. Donc, c'est vraiment, à côté de ça, on a du mal à mutualiser, à prendre les grandes décisions. Alors, le retard technologique, je ne vais pas insister trop dessus, parce que c'est quand même quelque chose dont on va reparler abondamment, mais disons qu'on investit trop peu dans l'innovation, dans les mauvais secteurs, et avec la mauvaise gouvernance, ça fait quand même beaucoup. En particulier, on investit très peu dans les technologies de rupture. Je vous rappelle quand même que les plus grandes startups, mais aussi les plus grandes entreprises tech du monde ne sont ni européennes, qui ne sont pas européennes, elles sont chinoises et américaines pour les 20 premières, dans les deux cas. Notre retard dans certains domaines est complètement irrattrapable, parce qu'on a complètement désinvesti. Et on a investi dans des secteurs un peu mid-tech. J'avais fait un rapport il y a 1 an et demi avec des gens de la Bocconi et de Munich, et on montrait qu'effectivement, on dépense énormément dans le secteur automobile. La recherche privée, en particulier, dépense énormément dans le secteur de l'automobile, qui est en concurrence frontale avec la Chine et Tesla, évidemment. Et on est en retard par rapport à eux. Donc c'est vraiment, on passe complètement à côté de la biotech et de la tech, concrètement. Alors qu'on a les scientifiques pour le faire. Quant au budget de l'Europe, je pense qu'André va en parler, mais c'est aussi, il est très faible, mais aussi il est très mal employé. Le budget de l'innovation de l'Europe est très mal employé. En gros, c'est une façon de financer les PME et de faire quelques dons à des entreprises, mais il n'y a pas de politique scientifique, à proprement parler. Enfin, dernier domaine, mais tout ça, c'est quand même assez lié, c'est pas la même chose, mais c'est l'endettement. Donc, j'imagine que vous en avez assez d'entendre parler de l'endettement. Mais le problème, je dirais, c'est moins les 115% de la dette. Alors, les 115%, évidemment, il faut rajouter la retraite, parce que ça étonnera certains d'entendre que la retraite, ça ne fait pas partie de la dette de la France. On n'a aucune dette vis-à-vis des retraités. Et d'autres formes d'engagement. Mais c'est une chose. Alors évidemment, la dette est montée de 30% en 1975 à 115% aujourd'hui. Mais c'est aussi le mur dans lequel nous nous plaçons, c'est-à-dire les nouvelles dépenses. Il va falloir investir beaucoup en climat, en éducation, en santé, en défense, en travail. Et puis amortir le choc de l'IA aussi, il ne faut pas oublier, ça arrive très vite. Et à côté de ça, on n'a aucune perspective de croissance, de création de richesse. Les élections, vous regardez les dernières élections, elles parlent uniquement de consommation.
elle ne parle jamais d'investissement et de croissance, pratiquement. Alors, je force le trait, comme d'habitude, mais il faut un petit peu, il faut le dire. Il faut le dire. Qu'est-ce qui va créer cette richesse qui va assurer notre pouvoir d'achat et notre souveraineté? Est-ce qu'on ne fait pas simplement que de léguer des nouvelles dettes à nos enfants, qu'elles soient les dettes climatiques, les dettes financières et autres, la dette éducationnelle et autres? Alors, à côté de ça, nous, on adopte, tous les pays l'adoptent, bien sûr, mais la pensée à somme nulle. Hein. On voit l'économie comme étant un gâteau de taille fixe. Ça existe dans tous les pays. Et dans tous les pays, c'est de gauche comme de droite. D'ailleurs, ça l'est en France. Et je vous rappelle quand même que le président américain est vraiment le parangon de la pensée à somme nulle. On essaie d'attraper ce qui passe, en quelque sorte. Hein. Mais ce n'est pas ça qui fait un pays, ce n'est pas ça qui fait une nation. Et on le voit dans le débat actuel. Le débat actuel, je ne vois toujours pas comment ça va créer des leviers pour la croissance. J'ai utilisé l'expression qu'on déplace des transats pendant que le Titanic coule. Non, le Titanic n'est pas encore dans l'iceberg, mais il s'en rapproche, mais personne ne réagit. Alors on parle de taxes nouvelles. Alors je ne vais pas vous refaire le film sur la taxe Zuckman. Vous avez entendu pendant un mois ou deux, effectivement, les arguments à gauche, à droite, tous les arguments sur cette taxe. Je veux juste faire un point qui est différent. Taxe Zuckman, on est en train de parler de 5 milliards. Il faut trouver aujourd'hui 120 milliards par an si on veut stabiliser la dette. 120 milliards. Et donc moi, ce dont j'ai peur, c'est qu'on utilise la taxe Zuckman ou une autre taxe ou n'importe quoi, comme un cache-sexe en quelque sorte. On essaie d'oublier qu'il va falloir changer notre politique. Et donc, et c'est pas un jugement de valeur, c'est simplement le fait qu'on n'est pas en train de réaliser qu'on s'approche de l'iceberg. Alors, aujourd'hui, la dette est détenue, je finis donc, la dette est détenue à moitié par les étrangers. Nous ne sommes pas encore dans le scénario espagnol ou grec ou italien d'avant, vers 2010-2012, bien sûr. Mais ou bien on arrive à un accord politique pour changer les choses. Le scénario à l'italienne avec des Mario Monti ou Draghi, j'y crois pas trop, simplement parce que les Français n'en voudraient pas. Et à ce moment-là, si on a un problème, si on y arrive, encore une fois, nous n'y sommes pas, dans ce cas-là, il faudra faire appel au MES européen, au FMI, à la Banque Centrale Européenne, et en échange, il y aura une demande d'ajustement. Et qu'est-ce qui se passera à ce moment-là? Je n'en sais rien. Mais le fait est que les députés devront voter des mesures qui réduiront le déficit budgétaire. Et c'est quand même une source d'inquiétude importante. Je vous remercie. Merci Jean Tirole. On peut vous applaudir. Voilà. Un regard sans concession et effectivement les bonnes questions avec cet exemple récurrent de la taxe Zuckman qui est effectivement au cœur du débat et au cœur de la problématique. On disait tout à l'heure que le débat économique a besoin d'être structuré. Je crois que la taxe Zuckman est justement par son aspect technique, on y voit très peu clair et tout le monde dit un peu tout et n'importe quoi autour de ça. Donc ça mérite effectivement de... On aura l'occasion d'y revenir d'ailleurs parce que ça fait partie des questions liées à la compétitivité de l'Europe. Alors Sylvie Goulard. Oui, alors Hélène et puis après... Je voulais juste une réaction très courte parce que c'était assez quand même pessimiste, Jean, là. Je laisse pour la deuxième partie. Non, mais juste sur un point, tu disais... Oui, alors, par exemple, on subventionne les voitures et clairement, le train est parti pour les voitures, quoi. On n'arrivera pas à rattraper, c'est irrattrapable, etc. Mais, souviens-toi, donc la Chine, pour eux, le train de la voiture thermique était parti, c'est-à-dire qu'ils n'arrivaient pas à faire des voitures thermiques en Chine. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait les voitures électriques, une nouvelle technologie, ils ont fait ce qu'on appelle en économie le leapfrogging, et du coup, maintenant, ils sont totalement dominants. Donc, je pense qu'il ne faut peut-être pas baisser totalement le... Ah non, je ne baisse pas les bras. Je crois qu'il y a deux façons de procéder, tu l'as dit. Une, c'est de faire du leapfrogging et utiliser les cerveaux qu'on a, effectivement, pour déjà commencer par des niches. On ne va pas créer un nouveau cloud comme ça, même s'il faut le créer par ailleurs. Ce n'est pas le sujet, on a trop de retard. Il faut arriver à trouver des niches technologiques qui demandent des financements relativement faibles. Et ensuite, il faut... Alors,
la politique industrielle a tendance à mieux marcher quand, évidemment, on a accès aux technologies. Par exemple, la Chine a investi des quantités monumentales dans les semi-conducteurs et n'y est pas complètement arrivée, alors que dans d'autres domaines, ils y sont arrivés, mais c'est parce qu'ils n'ont pas pu importer la technologie à la frontière. Et alors ça, on peut demander aujourd'hui, évidemment, à l'Amérique de nous donner sa technologie à la frontière. C'est pas facile, mais disons que, en général, ça marche. Quand on a la bonne gouvernance, les bons moyens et qu'on a la technologie à la frontière, on peut aussi rattraper son retard. Alors, on va y revenir largement, bien sûr, puisque c'est le cœur de notre débat. Nous allons poursuivre les propos liminaires, puis après, on va rentrer vraiment dans la confrontation d'idées. Sylvie Goulard, alors on a dit que nous serions résolument optimistes, non pas un optimisme béat, mais tenter au moins de voir la bouteille à moitié pleine plutôt qu'à moitié vide. Alors aujourd'hui, vous êtes peut-être plus critique vis-à-vis de l'Europe que vous ne l'étiez lorsque vous étiez justement dans le chaudron européen. Quel est votre regard, votre constat aujourd'hui sur ce bien commun finalement qu'est l'Union et comment améliorer les choses? Bon, merci beaucoup. D'abord, merci de m'inviter. Je remercie Pascal Lemaire et tous les organisateurs. C'est toujours un bonheur d'être là avec des jeunes, des étudiants, je dirais des citoyens, et de discuter avec vous tous et de tenter d'apporter un éclairage, surtout que je suis entourée de gens extrêmement compétents. Alors, donc, justement, sur les changements, merci Hélène d'avoir commencé par souligner les évolutions de la Chine, des États-Unis. Bon, la première chose qui est importante, c'est de remettre l'Europe dans un contexte plus large, alors que nos débats politiques s'obstinent résolument à faire nous regarder le nombril. En ce moment, par exemple, en Italie, la grande question au Parlement, c'est de savoir s'il faut séparer la carrière des procureurs et des magistrats du siège. Je pense qu'un jour, les historiens, et je ne jette pas la pierre aux Italiens, nous, on a nos problèmes, mais voilà. Donc, d'abord, se décentrer un peu, arrêter de regarder le monde comme nous voudrions qu'il soit, et le regarder tel qu'il est. Et c'est pour ça que, personnellement, je pense qu'il y a un temps pour être optimiste, c'est le temps où on met en œuvre des politiques. Mais il y a un temps, aujourd'hui, pour les Européens, c'est celui de la lucidité, et peut-être, on pourrait le dire en des termes encore plus crus, quoi. Il faut qu'on se bouge sérieusement et qu'on comprenne que la situation est extrêmement grave. Elle n'est pas du tout désespérée. Je pense qu'on a énormément d'atouts. Enfin, ça suffit de reporter. Donc, je ne vais pas rentrer dans tout ça. En plus, il y a le rapport Draghi, le rapport L'État, il y a plein de bonnes choses. Alors, quelles sont les 4 difficultés, à mon avis, que nous avons? Et sincèrement, ceux qui me connaissent et qui ont lu mes bouquins savent que je n'ai pas commencé à être critiquée à partir du moment où je suis partie de Bruxelles. Premièrement, il est évident que nous payons le prix d'une Europe inachevée. Et tu vois, Hélène, tu as agrégé les chiffres européens. Et je suis toujours frappée, c'est facile de dire, alors on est 450 millions, on est plus nombreux que les Américains, etc. Sauf que nous ne décidons pas dans tous les domaines pour tout le monde, et que cette fragmentation a même un effet sur les secteurs où nous croyons avoir mis en commun. Je prends un exemple tout bête. La négociation commerciale avec les États-Unis, ça a été dit par la responsable à la Commission européenne de la direction générale, Sabine Weyand, elle n'a pas eu lieu sur le commerce. Elle n'a pas eu lieu sur le commerce. Elle a eu lieu sur la défense, sur la protection que les Américains nous donnent. Donc, on a des trous dans la raquette énormes, parce que si vous regardez les traités, je suis désolée de le dire, parce que moi j'ai passé ma vie à me battre pour qu'elle existe, avec quelques autres ici, mais l'Europe, entre guillemets, n'existe pas en matière de défense et de diplomatie. Ce sont les États qui sont compétents. Si nous le voulons, nous ne devons pas nous plaindre qu'elle n'existe pas. Si nous voulons qu'elle existe, nous devons peut-être faire des pas. Moi, c'est à ça que j'invite. Ce n'est pas pessimiste ou optimiste. C'est clairement, une Europe inachevée et un phénomène de détricotage, y compris des secteurs que nous avions tricotés. Deuxièmement, un manque de rigueur. Et là, enseignant en Italie et président d'un institut en Allemagne, j'ai tendance à dire, comme je suis devant un public essentiellement français, attention quand même à ne pas se prendre pour le moteur de l'Europe quand on ne respecte pas les engagements qu'on a pris. Ce que j'entends au quotidien chez nos partenaires, et pas seulement dans ces 2 pays, c'est « mais qu'est-ce que vous fabriquez les Français ?» C'est vous qui avez voulu l'euro, je le répète, ce n'est pas l'Allemagne qui a voulu l'euro, contrairement à ce qu'on a entendu dans la crise financière. C'est la France qui était en pointe. La France a pris des engagements parce qu'il y a eu des compromis qui ont été faits. Engagements qui, d'ailleurs, si nous étions à peu près à 60% de dette par rapport au PIB, nous donneraient des marges de manœuvre. Donc, ce n'est pas pour faire plaisir à Bruxelles, c'est aussi parce que être raisonnable, ça peut avoir du sens. Donc, nous ne sommes pas assez rigoureux. Et ne sous-estimez pas, et là, franchement, je ne suis pas très optimiste, ne sous-estimez pas ce que pensent nos partenaires de nous.
On va voir ce qui va se passer, par exemple, sur l'avion de combat que nous avions lancé avec Ursula von der Leyen quand j'étais ministre des Armées, même si ça a été annoncé après. L'avion de combat, l'Allemagne va peut-être se retirer pour le faire avec quelqu'un d'autre parce que les Français jouent une carte trop nationale. Donc voilà, encore une fois, on ne fait pas l'Europe tout seul, on l'a fait avec d'autres, il faut les supporter, c'est comme ça. Troisièmement, il faut qu'ils nous supportent aussi. Troisièmement, je crois que nous avons, alors ça je l'ai écrit depuis des années, je pense que nous avons mené les élargissements d'une manière inconsidérée. Non pas, alors encore une fois, non pas que les pays qui nous ont rejoints ou qui pourraient nous rejoindre n'ont pas des qualités, des atouts, une valeur, voilà. Mais Jean Monnet disait que l'Europe, ce n'était pas une alliance d'États, c'était une union d'hommes et de femmes. À l'époque, il disait nous unissons les hommes, mais au sens les hommes et les femmes. Et c'est très important. Quelle Europe voulez-vous, vous les citoyens? Est-ce que vous voulez seulement une organisation internationale dans laquelle on dit qu'on arrive à des résultats en additionnant les États autour de la table? Donc moi, j'avais pris position en 2004 sur l'adhésion de la Turquie qui me paraissait mal engagée, et je crois que l'histoire ne m'a pas donné entièrement tort. Et en ce moment, en décembre 23, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, événement très grave, la réponse européenne a consisté à proposer un élargissement à l'Ukraine, la Géorgie, les pays des Balkans, la Moldavie, pour d'excellentes raisons. Mais si nous n'avons pas un plan pour faire en sorte que ce soit un succès, ces promesses sont du baratin. Or, on ne raconte pas des histoires à des gens qui sont sous les bombes et à qui on a enlevé leurs enfants. Et je me désole de voir que quasiment 2 ans après, il n'y a toujours pas de plan construit. Après, on peut en débattre. Est-ce qu'on veut garder, par exemple, la structure du budget actuel dans laquelle les 2 principaux postes sont la politique agricole commune et la cohésion, avec des pays beaucoup plus pauvres et des pays dans lesquels il y a de l'agriculture très intensive. Enfin bon, bref, on peut discuter, on peut vouloir ce qu'on veut, mais le problème, c'est qu'on n'a pas encore vu une page A4 pour accompagner ce qu'on nous présente comme le grand projet géopolitique. Alors, je pourrais dire très longuement, les élargissements précédents ont beaucoup apporté, mais par exemple, le premier point qu'on pourrait mettre dans ce plan, c'est qu'on prévoit aussi que les pays qui ne respectent plus leurs engagements en matière de droits de l'homme et d'état de droit, on peut les placer devant leurs responsabilités. On pourrait d'ailleurs le mettre pour le pacte de stabilité, ça serait assez marrant. 4e point, je vais trop vite, mais il y a une promesse de prospérité et d'équité qui n'a pas été entièrement tenue. Je crois qu'il faut avoir le courage de le dire, on ne le dit pas assez, et on jette la pierre aux gens qui votent pour des partis populistes sans voir qu'ils ont tout bêtement des problèmes énormes de fin de mois, de logement, de santé, domaines qui ne sont pas les compétences européennes, mais dans lesquels notre coopération à plusieurs niveaux n'a pas permis d'aboutir. Alors des pistes, rapidement. Premièrement, il faut lutter contre la facilité. Que ce soit en matière économique ou en matière politique, nous nous sommes laissés vivre. Nous avons pensé que nous aurions tous les avantages de l'Union, et regardez sur l'euro, nous les avons, puisque malgré une dette énorme, les marchés ne sont pas tombés sur nous, nous n'avons pas eu à dévaluer, puisqu'on ne peut pas dévaluer dans la zone euro, etc. Mais il y a une facilité à s'installer dans ce système sans voir qu'on doit y travailler et y apporter quelque chose. Donc deuxièmement, c'est largement un problème moral, à mon avis. C'est-à-dire qu'est-ce que nous voulons faire avec l'avenir de l'Union européenne? Est-ce que nous en restons là? Est-ce que nous voulons passer à une entité beaucoup plus intégrée qui, dans un monde d'États, il faut se poser la question, est un État ou n'est pas un État? En ce moment, nous nous comparons en permanence avec les États-Unis ou la Chine. Et ça veut dire que nous nous comparons à des États puissants, adossés à un nationalisme fort, dotés d'un budget, d'une armée, de tous les instruments. Et nous faisons la course. C'est comme si vous vouliez faire un jogging avec des palmes. Je suis désolée, on n'est pas équipés. On n'est pas équipé. Alors, de 2 choses l'une. Soit on dit que, dans le fond, on ne veut pas franchir cette étape, c'est possible, mais dans ce cas-là, on arrête de pleurnicher. Et quand j'étais à la Banque de France, j'étais très frappée que même au sein de la BCE, qui est l'organe le plus intégré de l'Europe, on oscille en permanence entre l'usage de statistiques agrégées, intégrées, où on parle de toute l'Europe, et puis le niveau national qui revient tout le temps par la petite porte. Donc voilà. Est-ce que nous faisons partie d'une équipe d'Europe? Est-ce que nous sommes prêts à défendre un patriotisme européen? Quand on me parle de défense, on ne parle que de pourcentage du PIB. La défense, ça n'est pas seulement un pourcentage du PIB. Ce sont des gens qui sont prêts à mourir pour quelque chose. Est-ce que nous sommes prêts à mourir pour nos valeurs? Est-ce que nous sommes prêts à mourir pour nos voisins? Il y a un sondage extraordinaire, je ne jette pas la pierre aux Autrichiens, mais c'est en Autriche que je l'ai trouvé.
vous avez... Oui, j'arrête après. Mais sincèrement, il vaut son pesant d'or. Combien y a-t-il d'Autrichiens prêts à défendre leur pays? C'est un pays neutre, hein. Bon, donc ils ne sont pas dans des logiques militaristes, on les comprend. Mais il y a à peu près 15% des Autrichiens qui sont prêts à prendre les armes pour défendre leur pays. Il y a à peu près 15% des Autrichiens qui seraient d'accord pour aller aider les autres. Mais quand on pose la question à l'envers, qu'est-ce que vous attendez de la solidarité européenne? Il y a 85% des gens qui voudraient que les autres viennent aider en cas de pépin. Donc je trouve, et encore une fois, merci à l'Autriche, et ce n'est pas une critique, si nous ne sortons pas de ces contradictions, la question ce n'est pas d'être optimiste ou pessimiste, ce n'est pas le rapport Draghi ou pas, c'est que pour mettre en œuvre le rapport Draghi, il faut changer d'échelle. Et après tout ce qu'on a fait depuis la Seconde Guerre mondiale donne plutôt envie de continuer que de devenir des Chinois ou des Américains actuels. Merci. Merci Sylvie Goulard. Alors, Sylvie, non pas que je veuille vous interrompre, bien sûr, dans l'excellente démonstration et le positif, mais on va débattre justement de toutes ces questions. On va avoir l'occasion d'y revenir en détail. Je profite d'ailleurs de faire un petit coucou aux personnes qui nous regardent et nous écoutent à distance, puisque vous savez que les GECO, c'est aussi des moyens technologiques importants. Et donc, vous avez la possibilité, vous-même également à distance, qui nous regardez en live, de poser les questions. Je rappelle le principe, y compris d'ailleurs pour la salle. Vous avez un numéro de téléphone qui s'affiche. Vous envoyez votre question par SMS et nous consacrerons un temps à vous répondre tout à l'heure. Clément Beaune. Alors, nous évoquions, notamment avec Jean Tirole, la question de la souveraineté européenne. Évidemment, souveraineté ne veut pas dire protectionnisme, loin de là, mais c'est vrai que la tentation est parfois forte, grande, de dresser des murs pour se protéger des attaques extérieures. Je ne citerai que les droits de douane de Trump, on va y revenir également. Comment, Clément Beaune, construit-on aujourd'hui européen dans ce contexte justement géopolitique et économique mondial pour le moins tendu? Merci beaucoup et merci pour votre invitation. Pour moi, c'est la première participation au GECO, donc j'en suis d'autant plus heureux et de retrouver sur ce panel des gens non seulement très compétents, mais que j'estime beaucoup personnellement, avec lesquels, notamment, chère Sylvie, toi-même, on a mené les combats européens et ça n'est pas fini. Alors, beaucoup de choses ont été dites auxquelles je souscris, donc ce petit détour par la souveraineté européenne me donne l'occasion peut-être de lever quelques malentendus. Je ne me placerai pas là sur le terrain d'abord optimisme ou pessimisme. Si je me souviens bien, dans Candide, on dit l'optimisme, c'est de soutenir tout est bien quand tout est mal. Bon, donc si on fait ça, je pense qu'on n'a pas vraiment résolu nos problèmes. Donc on va essayer, comme le disait Sylvie, d'être lucide. Mais ça veut dire aussi être lucide sur les concepts qu'on utilise. Dans un amphithéâtre un peu comme celui-ci, à la Sorbonne, il y a maintenant 8 ans, le président de la République a prononcé ce fameux, je crois, discours de la Sorbonne sur l'Europe et sur la souveraineté européenne en particulier. Bon, il faut peut-être définir, alors j'ose avec modestie me lancer dans les concepts de souveraineté dans un lieu d'enseignement, mais disons que la souveraineté telle qu'on l'imaginait dans ce discours et dans ce projet européen, je la définirais très simplement comme une capacité à défendre ou à promouvoir ses intérêts et ses valeurs. La souveraineté, je vais y revenir, c'est une question d'impact, ce n'est pas abstrait. Donc, quand on parle de souveraineté dans le débat public et politique et qu'on construit un projet politique comme l'Europe, c'est pour avoir de l'impact sur ce qu'on veut défendre. Ce qu'on veut défendre, ça peut être un intérêt industriel, économique de très court terme, ça peut être un projet politique de long terme ou tout ça ensemble. Mais on essaye d'avoir de l'efficacité et de l'impact quand on essaye d'être souverain. Et l'idée de souveraineté européenne, c'était au fond tout simplement celle-là. C'était un raccourci assumé. Ça a suscité d'ailleurs, c'était un peu le but pour tout vous avouer, des cris d'orfraie de ceux qui s'auto-définissent comme souverainistes. D'ailleurs, moi, ça m'agace toujours parce que je ne pense pas que ceux qui se définissent comme souverainistes et qui, en gros, ne veulent pas de l'Europe, maintenant, ils le disent un peu moins fort ou de manière un peu plus diluée, ils veulent une autre Europe. Et bon, enfin, ils ne veulent pas fondamentalement du projet européen, ils n'ont jamais participé, ils s'en sont essentiellement nourris. Bon. Mais, à tous les sens du terme. Mais les souverainistes, pour moi, ce sont les pro-européens. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de débat sur le contenu du projet européen et qu'il n'y a pas d'erreur dans ce qu'on fait quand on participe, qu'on soit un représentant d'un État, qu'on soit un parlementaire, etc., au projet européen. Mais l'idée simple derrière l'idée de souveraineté européenne, c'était qu'on pouvait, et même on devait, améliorer notre capacité à défendre nos intérêts et nos valeurs de Français en passant par l'Europe et par l'intégration européenne. Et le même raisonnement s'appliquant aujourd'hui aux 26 autres États membres, j'en suis convaincu. Donc c'était une contraction de deux termes qu'on oppose à tort souvent, la souveraineté et l'Europe, pour dire la souveraineté c'est de l'efficacité et de l'impact, et donc ça passe par de l'intégration européenne, pas pareil, pas de la même façon, au même rythme dans tous les domaines, mais comme
et je partage totalement ce qu'a dit Sylvie, en assumant qu'on ne peut pas reprocher à l'Europe, à l'Union européenne, comme institution ou cadre politique, de l'inefficacité quand on ne lui a pas donné les compétences de l'efficacité. Et donc il faut qu'on soit cohérent. Si on veut de la souveraineté et de l'impact, il faut que dans certains domaines, on accepte de partager davantage, de mettre en commun davantage, tout simplement. Mais je pense qu'il faut le redire comme ça. Et d'ailleurs, on cite beaucoup Mario Draghi, on a déjà commencé à le faire pour ce fameux rapport, qui est plus célébré que lu d'ailleurs, je pense, mais bon, qui est de très grande qualité. Mario Draghi avait dit quelque chose dès 2019, donc on était encore dans la négociation de sortie du Brexit, du Royaume-Uni. Il avait dit quelque chose que je trouve très juste, il avait distingué la souveraineté et l'indépendance. Et il avait dit avec le Brexit, les Britanniques, enfin un choix souverain, ils vont être sans doute plus indépendants, au sens strict, juridico-politique. Ils vont prendre des décisions un peu plus tout seuls qu'avant. Ils vont pouvoir, s'ils le veulent, revenir en arrière ou faire autre chose que les normes européennes auxquelles ils contribuaient, qui s'appliquaient sur leur territoire, parce qu'ils ne sont plus membres de l'Union européenne. Bon, mais est-ce qu'ils seront plus souverains, au sens où est-ce qu'ils décident en pratique plus de choses pour eux-mêmes? Est-ce qu'ils ont plus d'impact sur le monde et sur leurs propres intérêts et leurs propres valeurs? Moi, je suis convaincu que non, et manifestement, beaucoup de Britanniques sont convaincus que non aussi, quand on en croit les études d'opinion. Ce qui n'empêche pas, et ça nous interroge d'ailleurs, qu'ils célèbrent les mêmes que ceux qui les ont mis dans la situation du Brexit, comme M. Farage. Bon, et ça, c'est très profond sur les mouvements populistes, on y reviendra peut-être. Mais je pense fondamentalement que le Brexit résume bien cela. C'est plus d'autonomie, plus d'indépendance et moins de souveraineté. Je prends un exemple très simple, deux exemples très simples. Les Britanniques nous avaient dit au moment du Brexit, et probablement beaucoup d'entre nous ont discuté dans des colloques, des réunions politiques, publiques avec beaucoup de Brexiteurs, ils disaient c'est formidable, on va être débarrassé du carcan bruxellois, le fameux, et faire nos normes. Et ils citaient beaucoup de domaines, c'était assez cohérent pour le coup, souvent les mêmes, l'intelligence artificielle, la protection des données, les biotechnologies, des domaines d'innovation, de compétitivité, où l'Europe serait un frein par ces normes. Bon. La vérité, c'est que pour l'immense majorité des cas, de l'environnement aux technologies, ils ont gardé les normes européennes. Bon. Deux exemples, je disais, les accords commerciaux. Bon. Il y avait une partie des Brexiteurs qui disaient on va être des libéraux, on va être une trading nation, disaient-ils, on va signer les accords commerciaux. Ils ont copié-collé les accords commerciaux européens à 99%. Bon, pourquoi? Parce que les autres, ils leur ont dit vous êtes très mignons, on vous aime beaucoup, vous avez une belle histoire, une langue sympathique, mais vous êtes 60 et quelques millions, ils sont 450, là pour le coup je crois que la masse a un peu de sens. On ne va pas s'embêter à négocier avec vous, on peut plutôt négocier avec les copains d'à côté que vous avez quittés. Bon. Et on ne va pas refaire un accord ad hoc pour vous, alors que vous êtes un marché aux portes de ce grand marché, on va vous demander de faire le même. Si vous ne voulez pas, bah, tant pis. Et littéralement, c'est ça qui s'est passé. Je le dis de manière un peu triviale, mais c'est ça qui s'est passé. Même les normes qui sont au cœur du débat, et je ne rentre pas dans la pertinence spécifique de ces normes sur l'automobile. Le fameux seuil d'interdiction des ventes des voitures thermiques neuves en 2035. Bon, les Britanniques l'ont repris. Ils n'avaient pas la même norme parce qu'ils se sont dit on ne peut pas être décalé par rapport au grand marché qui est à nos portes. Donc tout ça pour dire que l'Europe, si elle nous apporte quelque chose, c'est ce poids commun pour peu qu'on lui en donne la capacité d'action. Je ne veux pas dire que dès lors que l'Europe a une compétence, elle l'exerce bien, mais après c'est un débat politique. On pourrait aussi se plaindre de lois nationales, de réglementations nationales. On le fait d'ailleurs et on a raison de le faire. Et quand on n'est pas content, c'est la démocratie. On essaye de faire en sorte qu'une autre majorité existe et que d'autres choix soient faits. C'est exactement pareil à l'échelon européen, mais je pense qu'il faut remettre cette idée de souveraineté sur le bon pied. Et ça veut dire aussi, et là il faut avoir, non pas l'optimisme mais la lucidité de le dire dans notre débat national, et je prends ma part quand on a exercé des responsabilités politiques, il faut dire ce que c'est exactement participer souverainement, parce qu'on l'a choisi, à un club collectif. Bon, bah ça veut dire des défaites et des victoires. Dans une démocratie quotidienne, qu'on vote à une élection locale, une élection nationale, on le sait bien. On vote, et puis parfois, ce n'est pas le candidat ou le parti pour lequel on a voté qui gagne les élections. Sinon, ce serait préoccupant. Et donc, parfois, on n'est pas content comme citoyen ou comme électeur. Et on a raison, d'ailleurs, de ne pas être content. Et puis, on peut exprimer, en plus, son mécontentement. C'est le charme de la démocratie libérale, sous certaines formes et dans certains cadres. Bon, bah, au niveau européen, si on dit aux gens, et la France, les responsables politiques français l'ont beaucoup fait. Vous allez voir, l'Europe, c'est formidable, c'est la France en grand. Donc les autres, comme on a construit l'Europe, on va leur dire que sur un accord commercial, il faut dire non quand nous, c'est non. Sur une norme, il faut dire oui quand nous, c'est oui, etc. Évidemment que non. Bon, ça paraît évident parce qu'on vote en Europe. On vote au Parlement européen, on vote au Conseil, entre les États membres, et puis chacun a son poids. Je dis ça qui a l'air très évident parce qu'on n'a jamais eu cette transparence et cette honnêteté. L'Europe ne sera jamais la projection politique de selon ton rêve, par nature.
Bon, elle ne sera pas plus d'ailleurs la projection, contrairement à ce qu'on croit aussi quand on déplore notre faible influence supposée en Europe. Ça ne sera pas non plus le projet des Allemands, le projet des Slovènes, le projet des Espagnols, ça sera un autre projet, un autre chemin. Et c'est très important de le dire. On combat la meilleure, je crois que c'est d'ailleurs toi, chère Sylvie, qui m'avait donné cette formule que je mets à ma sauce, la meilleure politique d'influence en Europe, c'est l'excellence. C'est-à-dire, c'est travailler, c'est convaincre, c'est faire des relais, c'est créer des coalitions politiques. Si on n'admet pas qu'on ne va pas toujours gagner, on ne sait pas... Comment ? J'ai dit avoir un ancien élève sur ce rang. Voilà, exactement. Comme quoi, la vie étudiante est une longue transmission. Et donc, là, mais c'est très important, parce que si on n'admet pas cette idée, on ne sera jamais convaincu et efficace dans le projet européen. En revanche, quand on se donne les moyens d'avoir une idée, de la défendre et de la faire gagner, je me tais après, je prends juste, pour faire boucler la boucle, le parallèle avec le discours de la Sorbonne. On a beaucoup dit, le discours de la Sorbonne, c'est un discours très français. Il a été fait dans un très bel amphithéâtre, qui avait une longue histoire, avec beaucoup de monde. Le président en parlait très longtemps, et il a donné une grande vision à long terme. Tout ça est vrai, et pas si mal d'ailleurs. Mais il y avait aussi 53 propositions. C'est un discours extrêmement technique. Pour celles et ceux qui veulent le relire, je vous y invite. Regardez ne serait-ce que sa longueur. C'est un discours technique assumé comme tel. Parce qu'en Europe, une fois que vous avez dit on va faire la souveraineté, on va être plus souverain en matière de défense, en matière de commerce, en matière de technologie, vous n'avez rien dit. Si en revanche, on fait une proposition sur comment on construit un budget de la zone euro, ce que c'est le DSA et le DMA en matière de régulation numérique, là vous faites une proposition, là vous allez voir des pays qui sont au départ pas d'accord, vous en convainquez quelques-uns, et puis de plus en plus par un jeu de rapport de force et de conviction. Tout simplement. Et vous ne gagnez pas à chaque fois. Les 53 propositions de la Sorbonne, je vous le dis, scoop, elles ne seront jamais intégralement mises en œuvre. Parce que ce n'est pas le président de la République, le Parlement français, le gouvernement français qui décide tout seul. Mais beaucoup peuvent être mises en œuvre et sont mises en œuvre d'ailleurs parce qu'on a pris le temps du combat politique et de la conviction. Alors on va voir justement, on va voir dans le détail. Et je me tais. On ne sera pas exhaustif sur les 53 propositions, mais on va en extraire quelques-unes quand même. André Luscruc-Pietri, en matière de technologie et d'innovation, que l'on évoquait avec plusieurs d'entre vous, c'est évidemment au cœur de la problématique de la compétitivité de l'Europe aujourd'hui. Est-ce que l'Europe peut faire encore mieux pour gagner la bataille économique, technologique et militaire? Oui, bien sûr, vous allez nous le dire. Mais comment faire concrètement? Bonjour à tous, donc merci aussi de m'avoir invité. Je ne sais pas s'il y a une slide particulière qui va s'afficher, mais ça serait sympa. Moi, je vais commencer par une des lettres les plus fameuses dans le domaine scientifique qui a été écrite. C'était en août 1939. C'était Léo Szilard, qui est un immigrant hongrois, et Albert Einstein, un pacifiste convaincu, qui écrivent une lettre au président Roosevelt en disant « Vous savez, on pense que la fission du noyau d'uranium pourrait dégager énormément d'énergie. » Beaucoup d'entre vous connaissent cette lettre. Et il serait important qu'on fasse des recherches là-dessus. Et ça a donné le projet Manhattan, la bombe nucléaire et le nucléaire également civil. Mon message avec ça, c'est de dire « Vous pouvez être le plus pacifiste du monde comme Einstein l'était ». Sa conviction était que, alors il a certes regretté cette lettre quand il a vu Hiroshima après, mais sa conviction était que les pays démocratiques, s'ils ne maîtrisent pas leur domination technologique, seront toujours sous la domination, sous l'influence d'autres pays. Et je pense que c'est une vieille leçon. Galilée, à l'époque, où aussi il hésitait à oui ou non à remettre en cause le dogme de l'Église, de la Terre au centre de l'univers, je crois que c'est quelque chose qui est très important. Et aujourd'hui, le fait est, moi je vais commencer par un discours tout aussi sombre que celui de Jean, aujourd'hui nous sommes dans la catastrophe. Il n'y a pas d'autre mot. Je donne quelques exemples. L'année dernière, 154 lancements américains de lanceurs spatiaux, dont 134 par SpaceX seul. Les Chinois, 68. Quelqu'un sait-il combien l'Europe a lancé de fusées l'année dernière? 3. Le marché des semi-conducteurs, que l'ancien commissaire breton voulait artificiellement passer à un chiffre, eh bien on est passé de 25% de part de marché en 2000 à, on estime aujourd'hui, 9%. Et on n'est pas sur les semi-conducteurs les plus avancés. Je vous passerai sur la part de marché sur le cloud, où on est à peu près à 30% pour Amazon, 1% pour le plus grand européen. On n'a aucun, et ça aussi il faut se le rappeler, c'est pas seulement l'économie,
c'est aussi le domaine militaire. Et là, je dis ça évidemment avec beaucoup de gravité. Nous ne sommes évidemment pas prêts du tout. Aujourd'hui, aucun drone, même parmi les startups qui sont célébrées ici à l'Ouest, ne sont utilisés sur le front ukrainien, car elles ne marchent pas. Donc quand il y a des dirigeants politiques qui donnent l'illusion, et je pense que ce mot de l'illusion il est très important, comme disait Sylvie Goulard, dans lequel on vit qu'on va pouvoir créer un mur de drones, je pense qu'on crée vraiment les recettes pour le vote extrême, parce qu'évidemment on va être dans la désillusion. Donc en fait l'Europe c'est devenu le continent de la surprise stratégique. On a été surpris par le Covid, on a été surpris par les grands modèles de langage, on est surpris par l'invasion ukrainienne, on aurait peut-être un peu écouté les pays baltes, on n'aurait pas été surpris. Maintenant, on est surpris par les matériaux critiques et les embargos de la Chine. Le premier embargo de la Chine par rapport au Japon, c'est 2010. Qu'avons-nous fait depuis 15 ans? Qu'ont fait les prospectivistes, tes prédécesseurs? Pas que un, beaucoup de prospectivistes. Je veux dire, ça, on a, en 2018, rapport Villani, c'est 2018 que sort un fameux papier sur les transformers, le T de GPT. On a mis 3 milliards. 2022, surprise stratégique, et j'imagine qu'une bonne partie d'entre vous aujourd'hui utilisent ChatGPT de manière très régulière. On a mis 3 milliards, qu'est-ce qui est devenu de ces 3 milliards? Est-ce qu'il y a eu des conséquences à ceux qui ont investi ces 3 milliards? Bon, en face, pour aller très vite, les régimes autoritaires, qu'on le veuille ou non, en fait, ils innovent beaucoup plus que nous. La Chine, aujourd'hui, est en train d'innover pour de très mauvaises raisons sur l'utilisation des réseaux sociaux. Rappelez-vous, quand ils avaient la politique zéro Covid, quand ils ont senti, avec leurs capteurs, leur surveillance, leurs vidéos, que la population en avait marre, en 24 heures, ils ont changé immédiatement. Trump, d'une certaine manière, innove avec ce discours, mais ça c'est la recette de tous les populistes, direct avec les populations. Hein? Alors, nous, on a tué peut-être les corps intermédiaires. Je pense qu'on a peut-être eu une grande erreur là-dessus. Mais en tout cas, ce contact direct avec la population, c'est quelque chose qui est beaucoup mieux maîtrisé par les régimes autoritaires que dans nos pays, qui probablement également justifient ou expliquent le vote extrême. Et ils ont surtout compris, ces pays autoritaires, que la recette clé... Aujourd'hui, on pense que la recette du succès d'une bonne politique en France et en Europe, c'est le nombre de milliards. Regardez le président de la République, regardez le chancelier, regardez la présidente de la Commission européenne. Et je jette la pierre à aucun d'entre eux. Quand ils annoncent une politique, c'est on va mettre tant de milliards dans la santé, dans la recherche. La vraie recette du succès dans le monde d'aujourd'hui, c'est la vitesse. C'est celui... Regardez comme les Européens, tous les matins, sont suspendus à ce que Donald Trump va dire l'après-midi quand c'est le moment où il va prendre son café en face de Fox News. Et il faut... Donc, vous voyez... Et nous, on est en train, au contraire, de revenir à une espèce d'instabilité type 4e République. Donc, moi, je pense qu'il faut être beaucoup plus radical. On ne va pas y arriver avec les institutions actuelles. Et c'est difficile, évidemment, parce que parfois, on m'accuse d'être anti-européen. Je suis à la fois français et allemand, donc vous voyez le défaut lourd que je porte en ce moment. Mais je crois qu'aujourd'hui, les institutions dans notre pays, mais aussi au niveau européen, ont perdu la bataille des cœurs. Elles sont peut-être très intelligentes sur l'aspect esprit, mais aujourd'hui, la politique, c'est à la fois le cœur et l'esprit. Je pense que Monet a été cité là-dessus. La fragmentation que nous suivions, l'illusion dans laquelle nous avons vécu du marché unique. Alors heureusement, maintenant, il y a le rapport de l'État qui a montré qu'en fait, on vivait dans cette illusion de marché unique. Il n'y a aucun marché unique. Il n'y a pas de marché unique de la santé. Il y a pas Quand Doctolib va en Allemagne, ils doivent repasser par les fourches codines de l'autorité de régulation médicale. Quand N26, qui est une fintech allemande, vient en France, elle doit repasser par les fourches codines de l'autorité des marchés financiers. Donc, deuxième chose, on a un saupoudrage généralisé. 95 milliards d'euros mis dans Horizon Europe, c'est le programme de recherche. Alors, le problème de ça, et là, oui, je suis non seulement français, mais je suis aussi corse, il y a quasiment, et je sais que le mot va être très fort, et peut-être je vais être critiqué là-dessus, il y a quasiment un système mafieux. Quand vous donnez de l'argent à 35 000 projets de recherche, on est entre nous. Hein. Vous faites plaisir à plein de gens. Donc, personne ne va critiquer. France 2030, le président de la République avait tout compris en novembre 2021 quand il lance ce projet. Il dit 2 choses. 1, on va se concentrer sur quelques priorités, 9. Et 2, une bonne innovation 6 mois trop tard ne vaut rien. C'était gonflé parce que ce n'est pas du tout la doxa. Eh bien, 3 ans après, nous avons engagé 40 milliards d'euros. On en cherche désespérément 3 pour les retraites. La suspension des retraites, c'est 3 milliards que ça nous fait, entre guillemets, ça nous coûte.
Sur 7500 projets, aujourd'hui, 3 ans après, aucun leader mondial n'est sorti de ça. Mistral n'a pas été financé par France 2030. Donc je pense que, où est l'évaluation de ces 40 milliards? Donc je pense qu'aujourd'hui, on vit dans cette illusion par des institutions qui ont beaucoup de mal. Pour avoir quand même une note d'espoir, si tu me laisses encore... 30 secondes. Bon. L'exemple japonais. Les Japonais ont des problèmes encore pires que nous, population vieillissante. Ils ont réussi, ils sont les seuls à l'avoir fait, à lancer une fusée réutilisable. Les seuls à le faire, c'est SpaceX. Ils l'ont fait en 3 ans. C'est Honda qui a fait ça. 2, ils sont en train de réussir ce que tout le monde disait impossible, à en 4 ans créer une usine de semi-conducteurs des plus avancées, ce qu'on appelle le 2 nanomètres. Ils ont lancé ça en 2023. Draghi en parle d'ailleurs, c'est le projet Rapidus. Donc c'est possible, mais à condition de changer. Et nous, notre message, et c'est ça ce sujet de Make Europe Great Again, c'est évidemment pas d'être dans la lignée MAGA, mais le vert est d'ailleurs l'antithèse du rouge, vous l'avez tous bien compris, c'est que je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas laisser la radicalité aux extrêmes. Il faut que les partis du centre, les partis humanistes, ceux qui croient en le progrès, ceux qui pensent qu'effectivement les valeurs de l'Europe sont fortes, aient le courage de réaliser que ni le Parlement européen, et désolé, cher Sylvie Goulard, ni aujourd'hui la Commission, mais ni aussi notre système très vertical de la Ve République ou très éclaté du fédéralisme allemand, aujourd'hui ne maîtrise cette agilité, cette vitesse et cette capacité de se projeter dans l'avenir. Merci André, merci. Alors, heureusement, tout le monde aura reconnu la couleur de ta casquette, le vert, la couleur de l'espoir, de l'espérance. Donc voilà, le message est en plus en haut en couleur. Alors, beaucoup de choses ont été dites. Je vais vous demander à chacun de réagir à tout ça parce qu'il y a la boîte à outils, là, elle est pleine à craquer. Il va falloir dégager des priorités. On voit où on va, mais maintenant, il faut sortir tous ces outils. Je fais une petite parenthèse. Je m'adresse à la régie. Je crois qu'il y a un petit problème avec les questions sur la tablette. Habituellement, il y a plein de questions qui arrivent dès les premières minutes et là on n'a rien du tout. Je me suis envoyé une petite question test et rien n'est arrivé sur l'écran, donc je me dis qu'il y a peut-être un problème de connexion. Moi-même, je suis peut-être sur le mauvais programme. Voilà, le message est dit. Jean Tirole, je disais, beaucoup de choses ont été dites dans ce contexte européen, enfin international très tendu. Réformer l'Europe, oui, mais comment? Est-ce que c'est encore possible? Dans quel sens? Alors, vous évoquiez tout à l'heure la compétitivité. Comment regagner en compétitivité? Quand je dis compétitivité, ce n'est pas uniquement l'économie froide, même si l'économie est un cœur qui bat tous les jours. La compétitivité sur tous les champs d'action que nous avons évoqués. Quelle est votre vision des choses? Je poserai la question à chacun d'entre vous. Jean Tirole. Très bien. Je pense que d'abord, il faut rester sur nos fondamentaux, c'est-à-dire qu'est-ce qui pourrait créer le bien commun en Europe. Donc aujourd'hui, il y a l'agression des stablecoins, comme je le mentionnais précédemment. L'euro numérique, c'est important de le développer et faire en sorte que se développe en Europe. Enfin, je parle sous le contrôle de Sylvie, mais ça me paraît important de lancer ça, garder le droit de la concurrence. On a besoin de garder notre droit de la concurrence, garder la réglementation prudentielle des banques, mais la simplifier, bien sûr, pour que ça ne devienne pas de nouveau une bureaucratie. Mais il faut absolument garder tout ça, le contrôle aux frontières pour le carbone, etc. etc. Il faut s'accrocher à nos valeurs. Alors après, il y a un peu la question de l'efficacité. Je crois que Clément en particulier en avait discuté, mais c'est très important. Donc il y a un an, on a eu le rapport Draghi. Le rapport Draghi, tout le monde était d'accord, c'est génial, il va falloir l'implémenter à 100%, etc. Et aujourd'hui, rien n'a été fait. On parle de dépenser plus, mais sans changer la gouvernance. Aujourd'hui, on a un problème fondamental de gouvernance. En France, on a parlé uniquement de combien il faudrait dépenser pour le rapport Draghi, mais c'est une question idiote. Il faut d'abord commencer par avoir un projet qui tient la route, et après, on trouve l'argent. Et pas le contraire, trouver l'argent d'abord, puis après se poser la question de comment on va le dépenser, me semble totalement à côté de la plaque, si vous me permettez. Donc les réformes, on les connaît, hein. Il faut recentrer sur les innovations de rupture, il faut faire comme c'est fait aux États-Unis, avec les ARPA, les NIH, NSF, etc., avoir les scientifiques qui décident. Aujourd'hui, ce ne sont pas les scientifiques qui décident en Europe, sauf pour le Conseil européen de la recherche. On veut
augmenter le budget de l'innovation en Europe, mais on ne veut pas changer la gouvernance, donc ça va être de l'argent qui va être gaspillé de nouveau. Il faut introduire de la flexibilité dans l'argent, il faut la rapidité. Il faut aussi faire un certain nombre d'autres réformes. Je n'ai pas le temps d'en parler ici, mais donc on sait ce qu'il faut faire. Ce n'est pas le sujet, mais on voit très bien que les politiques n'ont pas la volonté de le faire. Ils sont dans l'annonce. Ils sont dans l'annonce des budgets. On va dépenser, comme ça a été souligné, tant sur tel sujet. La gouvernance n'intéresse personne. Le saupoudrage n'intéresse personne. Ce qui intéresse d'un point de vue politique, c'est combien on dépense. Et ça, c'est grave. Alors à ce sujet, je voudrais aussi reprendre un point qui a été fait. Le contact direct me semble effectivement très, très important. Aujourd'hui, on l'a un peu perdu. Moi, parfois, ça m'arrive de parler des gens qui votent pour des populistes. Et ces gens disent, mais Trump, il bouge. Il bouge. Et c'est vrai qu'il bouge. Alors, pas dans le sens dans lequel on voudrait, mais il bouge. En Europe, on a l'impression d'être complètement statique, on ne bouge pas, on ne fait pas les grandes réformes, on ne fait pas ce qu'il faut faire. Et à côté de ça, on se défausse. Donc, on se défausse, on demande à tout le monde de faire tout. On voudrait bien, par exemple, sur le cas du climat ou du droit de la concurrence, par exemple. Du climat, c'est très clair. L'État... Encore, je trouve que l'Europe est quand même beaucoup mieux que les autres. Mais même comme ça, on hésite à avoir un prix du carbone qui ferait en sorte que les gens économiseraient le carbone, parce que ce n'est pas populaire. Alors on demande aux juges, on demande aux collectivités, on demande à la BCE, on demande aux autorités de la concurrence européenne de tenir compte du carbone. Alors je pourrais en parler pendant des heures. L'idée est bonne, sauf que ça ne peut pas marcher pour 36 raisons. Donc le politique n'arrête pas de se défausser. Mais où est le contact? Il faut que le politique se mette en avant et fasse ce qu'il faut faire. Alors évidemment, c'est facile d'accuser les politiques. Il y a aussi une grande hétérogénéité entre les politiques, évidemment. Mais in fine, comme je le disais, il faut aussi que nous, en tant que citoyens, on contribue aussi à aider le politique. Parce que évidemment, si on prend une mesure impopulaire, très vite, on est remplacé au pouvoir. Et donc, c'est important que les citoyens, et d'ailleurs, je voudrais signaler le travail qui est fait ici au GECO, justement de partager le savoir, non pas avec quelques experts, comme on fait trop souvent, mais aussi avec un public beaucoup plus large. Bien. Alors, je vais passer la parole à André, mais auparavant, je voudrais vous entendre, Sylvie Goulard. Vous disiez tout à l'heure, attention aux fausses bonnes idées. On a parlé de la boîte à outils. Quelles sont à vos yeux les fausses bonnes idées et quelles sont vos priorités finalement par rapport à tout ce que l'on a dit jusqu'à présent? S'il fallait sortir, allez, on va dire 2 idées principales. D'abord, je pense que, et je ne crois pas qu'aucune des personnes à cette table ait la moindre fascination des régimes autoritaires, mais soyons quand même très vigilants sur ce plan. Parce que la démocratie a un coût, elle a un coût de temps, elle a un coût de discussion. Enfin, il ne faut pas qu'on tombe dans le piège consistant à dire, comme l'a dit très bien Clément, qu'on ne va pas toujours gagner et qu'il faut s'adapter aux autres et tenir compte de leurs avis, et d'un autre côté, être super agile. Voilà. Donc là, il y a vraiment une tension et il faut défendre aussi le temps de la démocratie, ce qui n'empêche pas comme citoyen, et je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Jean Tirole, les citoyens, vous êtes censés contrôler les politiques par votre vote, par votre capacité à analyser ce qu'ils vous proposent. Et moi, je voudrais dire un mot d'un sujet dont on a un peu parlé, mais de manière asymptotique, qui est la question non seulement du climat, mais aussi de la dégradation de la nature. Je crois que pour remotiver les citoyens, il faut que le projet ait du sens. Et une des choses qui m'a personnellement un petit peu gênée dans le rapport Draghi, alors je sais que oser critiquer le rapport Draghi, c'est terrible, la foudre va me tomber dessus, mais c'est de dire que dans le fond, toute une réflexion scientifique qui existe aujourd'hui sur le fait qu'il y a des limites planétaires, que les ressources, c'est tout le travail du Stockholm Resilience Center et le professeur Rockström, etc., ce sont des gens qui disent attention, nous sommes dans un monde où nous consommons déjà beaucoup plus de ressources qu'il n'y en a de disponibles. Et quand je dis nous, c'est pas mal nous les Occidentaux, parce qu'il y a quand même toute une partie du monde qui consomme très peu. Et donc, est-ce qu'on ne pourrait pas, vu que tout le monde est beaucoup plus attaché à l'environnement dans lequel il vit, la montagne, la mer, des zones méditerranéennes, du nord, etc.,
refonder un projet de société sur cette idée de rareté des ressources, sur l'idée qui va avec de circularité, que d'ailleurs Draghi mentionne, mais il ne le mentionne que pour les minéraux rares, enfin tous les terres rares dont on a besoin pour notamment les nouvelles technologies. Mais c'est vrai pour l'eau, c'est vrai pour les sols, c'est vrai pour les ressources qui forment notre chaîne alimentaire, etc. Donc, pour ma part, j'aurais tendance à dire qu'on ne peut pas seulement fonder un projet de société et redonner envie aux gens sur un constat d'échec, si vous voulez. Parce que alors là, ils vont nous dire, rentrez tous chez vous, vous avez assez vu. Et justement, on veut essayer autre chose. Donc, quand vous êtes confronté à des gens qui vous disent, nous, on a envie d'essayer autre chose, il faut les comprendre. Il faut simplement leur dire, mais fais attention, parce que ceux qui règlent le problème en ignorant le problème, et c'est le cas de Trump. Trump fait du déni scientifique sur le changement climatique et la dégradation de la nature. Bon, je pourrais en parler pendant des heures, je ne veux pas être trop longue. Et là, Clément, si je puis me permettre, ça relativise un tout petit peu l'idée d'indépendance. C'est-à-dire, je ne crois même pas que dans un monde de changement climatique, de raréfaction de l'accès à l'eau, de raréfaction de la qualité des sols, enfin où on manque de sols de qualité, etc., aucun pays ne pourra se dire indépendant. Aucun. Ce qui se passe ailleurs nous impacte. Et donc, ça recrée du lien, je dirais, dans l'humanité. Alors peut-être que vous allez dire, elle délire là, mais je crois fondamentalement que c'est en replaçant les personnes, le respect des personnes, le respect de la nature, le respect de son environnement, dans un contexte qui veut être compétitif, mais compétitif autrement, qu'on peut arriver à reconstruire quelque chose. Donc ça oblige à aller plus profondément dans le sujet. Clément, bonne réaction. On peut vous applaudir, bien sûr. Ne vous en privez pas. Clément. Comme il faut qu'on débatte un peu, je ne partageais pas tout à fait ce qu'a dit André sur les institutions. Je pense qu'on est d'accord sur l'idée on l'a dit, peut-être trop dit d'ailleurs, qu'on n'était pas dans une super situation, qu'il ne fallait pas qu'on reste sur le même modèle. Bon. Mais soyons pragmatiques là aussi et soulevons un peu le capot. Si on dit on n'a pas la bonne organisation institutionnelle, on pourrait le dire au niveau national comme au niveau européen. Bon, on va passer un temps considérable à essayer de l'amender, la discuter, la rejeter éventuellement, l'accepter. Je suis convaincu, pour aller droit au but, qu'il faut qu'on change nos traités européens. On l'a fait dans le passé, ça a fait partie de l'intégration européenne et ça en fera partie à nouveau. Bon. Mais quand on regarde les sujets de vitesse, moi je partage complètement en revanche l'idée qu'on est trop lent. Bon. Dans quel moment on a été rapide ces derniers temps si on prend des cas concrets? Bon, la gestion du Covid, qui a été plutôt un succès, même je dirais, j'enlèverais plutôt, un succès européen. Bon. Sur les deux plans, plan de relance économique qui a été adopté en 3 mois et achat commun de vaccins. Bon, il y a eu des faux départs et des erreurs, mais globalement, on a bien fait de le faire en commun et on a fait mieux en commun que tout seul, ça j'en suis convaincu. Pourquoi? Parce que comme souvent dans les crises, mais en Europe c'est encore plus vrai parce que nos procédures sont plus lourdes, on a compacter, respecter nos procédures, mais compacter tous nos délais de procédure. Bon, on a fait une négociation franco-allemande rapide, il y a une proposition rapide de la Commission européenne, il y a eu un sommet européen rapidement convoqué, rapidement discuté. C'est-à-dire, on ne peut pas le faire sur tout, on ne vit pas sous tension et en période de crise tout le temps. Mais on a la capacité de décider vite si on a un projet et une volonté politique de conviction collective. Bon, ça j'en suis absolument convaincu. Et je pense que c'est un meilleur projet que d'essayer de trop bricoler nos institutions. D'ailleurs, la vitesse de Donald Trump, elle n'est pas en ayant changé l'institution en amont, il va peut-être les changer après, pour le pire. Bon, mais il n'a pas... Il va les détruire. Mais je veux dire, il n'a pas bénéficié, si je puis dire, en arrivant d'une sorte de droit à la vitesse. Il l'a fait, et je ne pense pas d'ailleurs qu'il faille être fasciné par ça. Là, je rejoins ce que disait Sylvie. Si on doit être rapide, si on doit être plus efficace sur le plan économique, si on doit prendre un certain nombre d'initiatives au niveau européen en matière commerciale, en matière de défense en priorité, on a les outils pour le faire, et faisons-le avec notre modèle. Moi, c'est vrai qu'on se réveille tous les matins en se demandant si Donald Trump n'a pas fait une interview dans l'avion ou publié un truc sur son réseau social qui va nous impacter, entreprises, citoyens, etc. Bon, moi, je ne rêve pas du tout de ça. Et qu'on ait une von der Leyen, un Merz, un Macron ou je ne sais qui fasse pareil. On ne pourrait sans doute pas, et tant mieux. Et d'ailleurs, moi j'ai beaucoup entendu en janvier de responsables du monde économique qui disaient Trump, on l'aime pas beaucoup, mais quand même ça va vite, mais quand même c'est bien, mais quand même il est pro-business. Bon, je pense qu'on aurait une appréciation un tout petit peu différente aujourd'hui parce qu'on est un peu plus lent, on est dans un état de droit et on l'assume, et ça a quand même des avantages, et comme citoyens collectivement, et même sur le plan économique je pense. Donc, accélérons, on peut le faire, mais je ne crois pas qu'il faille qu'on soit en quelque sorte dans la copie adaptée à l'Europe d'un Trumpisme light.
Alors, la parole à la défense, André Le Pietri. Non, il ne s'agit pas de défendre. Je pense que justement, aujourd'hui, il y a deux choses. Tu demandais deux idées forces, Emmanuel. Je pense qu'il y a une chose qui va dans le sens de reconstruire l'Europe et de donner une vision positive, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout dans l'anticipation. C'est pour ça que ton travail est tellement important. Mais il ne faut pas voir le Haut-Commissariat ou la prospective au niveau de la Commission européenne comme un travail en chambre. C'est une manière de réinventer le projet démocratique. On ne va pas justement faire, pour aller un peu dans le sens, pour aller plus loin que ce que Draghi proposait, il proposait il y a quelques jours une espèce de saut fédéral avec une coalition de ceux qui veulent avancer, etc. Moi, je pense qu'il faut être un peu plus précis, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Europe, c'est devenu le consensus mou sur la plupart des décisions. C'est devenu le saupoudrage et la redistribution géographique. Je ne pense pas qu'il faille justement faire un État technocratique, autoritaire, light à la façon Singapour ou dur à la façon Pékin, ou bien ce qui est en train de devenir les États-Unis. Mais c'est un peu l'image du banc de poissons, c'est-à-dire on adore en France parler du guichet unique, mais souvent le guichet unique, c'est une espèce de couche supplémentaire pour cacher la complexité à laquelle on ne veut pas... Comment est-ce qu'on fait pour que les différentes perspectives des pays européens, je parlais des Baltes sur les Russes ou autres, soient des forces qui nous permettent de beaucoup mieux comprendre le monde complexe dans lequel on est, parce qu'on aura ces différentes perspectives sur un même sujet, plutôt que... Et là, ça veut dire impliquer les citoyens. Et aujourd'hui, cette réinvention du partenariat public-privé, moi je le vois moi-même. Nous, on a été à la base, alors je voyais Jean... Pisani et autres, sur la proposition de faire une agence d'innovation de rupture européenne. Ça fait 8 ans qu'aucune institution publique, la tienne, le président de la République, la DGE, n'a aucune envie de travailler avec des gens qui ne font pas partie de l'État. C'est impossible. D'ailleurs, on considère qu'il y a d'un côté le régalien, de l'autre côté l'horrible privé qui a des intérêts privés. Sauf qu'il y a une troisième chose qui, justement, en Europe est tellement forte, c'est la société civile, qui n'a pas forcément d'intérêt particulier, mais qui veut travailler pour le bien commun, mais qui a une agilité qu'aujourd'hui les institutions totalement sclérosées n'ont plus. Donc je pense que c'est ça la réinvention du projet européen, c'est comment on fait que on s'appuie sur ces différentes forces, ces perspectives différentes, les gens du Sud sur l'Afrique, totalement absente du débat sur les métaux critiques, les gens de l'Est qui ont beaucoup mieux compris que nous ce qui allait se passer en février 2022. Il faudrait quand même qu'on se pose aussi des questions sur notre capacité d'anticipation. Et cette capacité d'anticipation, ça crée un discours positif sur la suite. Où est-ce qu'ils sont les Kennedy? Il faut arrêter de faire un plan IA ou un plan quantique, mais ça c'est réservé à une petite élite. Tout le monde s'en fout, pardon, pour être un petit peu vulgaire. Ce qu'il faut, c'est dire, est-ce qu'on va utiliser ces nouvelles technologies pour développer de nouveaux médicaments? Est-ce qu'on peut faire du stockage qui est 10 fois meilleur? Est-ce qu'on peut réutiliser ces terres rares, mais sans polluer notre environnement? Ça, c'est des choses qui sont des vrais projets de société, qui laissent beaucoup de liberté à la société civile. C'est ça l'État moderne. Ce n'est pas l'État vertical. D'ailleurs, on parle toujours l'allusion à la défense. Je veux dire, si vous avez un général qui va dire exactement aux forces spéciales dans tel ou tel endroit ce qu'il doit faire devant telle colline, devant tel djihadiste, etc., il sera toujours un temps en retard. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est je pense que les pays autoritaires, malheureusement, sont beaucoup plus créatifs que nous à réinventer leur modèle. Nous, on n'a pas réinventé la démocratie depuis 70 ans, pardon. Est-ce qu'on peut imaginer des systèmes où on ne va pas voter pour une personne pendant 5 ans, parce que sur l'éducation nationale, on a eu 11 ministres, je crois, depuis 12 ans. Il faudrait penser 20 ans. Par contre, sur la géopolitique, il faut probablement penser 6 mois. Est-ce qu'on peut avoir des votes différenciés? Je veux dire, un peu de créativité. Je trouve que là, nos sciences politiques sont, extrêmement peu créatives. Est-ce qu'on peut avoir Est-ce qu'on peut utiliser les réseaux sociaux, justement, pour faire émerger Il y a eu tout ce débat sur le référendum d'initiative populaire, citoyen, etc., mais qui a été totalement occulté. Regardons un petit peu ce qui se passe quand même en Suisse. C'est une manière aussi de la donner de la respiration. Alors je sais que certains pays comme l'Allemagne ont une horreur du référendum, mais je pense qu'il faut qu'on réinvente nos démocraties. Si elles sont figées et que tout est fixé sur 2017, 2022, 2027, eh bien on va avoir, comme ce qui se passe en ce moment, une fin de règne épouvantable, une espèce de stérilisation. Et je dis que 18 mois aujourd'hui, c'est 15 ans d'il y a 20 ans.
on est en train de vivre des années de chien. C'est-à-dire qu'une année aujourd'hui perdue, c'est 10 années perdues il y a 20 ans. Donc c'est absolument dramatique. Donc il faut réinventer cette démocratie. Et ça, c'est, je trouve, qu'un projet politique qui est hyper enthousiasmant. Donc j'espère que les jeunes qui sont là, et les moins jeunes aussi, ils vont se saisir de ça. Je pense que c'est votre initiative. Ils vont vous applaudir, les jeunes. Si écoutez, pas que les jeunes, d'ailleurs. Hélène, sur ce point. Donc moi, pour relancer un peu le débat, je voulais justement contredire un tout petit peu André et puis contredire aussi Sylvie sur des points sur lesquels ils sont prononcés. Donc, André, donc, tu as répété plusieurs fois que les régimes autoritaires innovent plus. Parle-moi en face. Oui, les régimes autoritaires innovent plus. Ça me dérange énormément quand même comme assertion, pour être parfaitement honnête. Donc, tu as donné plusieurs exemples. Donc, effectivement, si on pense à la politique industrielle chinoise, c'est clair, régime autoritaire, investissement mais massif, mais il y a eu un coût énorme de ça quand même. C'est la consommation chinoise très basse, une poigne de fer dans bien des domaines, et maintenant un problème de surcapacité dans énormément de secteurs qui sont en train d'ailleurs de causer des problèmes et qui, d'une certaine façon, sont très reliés à la guerre commerciale dans lesquelles nous sommes pris entre les États-Unis et la Chine. Donc ce n'est pas extrêmement rose. Les États-Unis, innovation. Quand on regarde tous les papiers d'innovation en économie et de croissance de long terme, on veut de l'éducation, on veut des bonnes institutions. Ce qu'est en train de faire Trump avec le dégommage des universités américaines, avec les restrictions sur les visas des étudiants, avec la négation de la science, la négation même du changement climatique, etc., il est en train de couper justement tous les fonds à NIH, la National Health Agency, etc. Ça paraît extrêmement contre-productif. Donc là, tu vois, je pense que là, il y a vraiment un exemple d'autoritarisme qui va se retourner dans le moyen à long terme sur l'innovation, qui a quand même été le moteur le plus extraordinaire pour la croissance des États-Unis. Donc là, je pense que ça va vraiment se retourner contre eux. Tu parles d'innovation d'un point de vue démocratique. Ben, je suis désolée, mais enfin aussi le playbook de Trump, ça ressemble beaucoup au playbook d'Orban, ça ressemble beaucoup au playbook de Poutine d'une certaine façon. Donc là, je trouve beaucoup de mimétisme. Je ne suis pas sûre qu'il y ait énormément d'innovation. Donc je voudrais vraiment m'inscrire en faux là, sur cette phrase que tu as dite. Sylvie, tu parles du fait que, essentiellement, les problèmes de biodiversité, le problème de rareté de l'eau, ça va nous remettre en interdépendance. Et donc, ça va recréer un espèce de lien. Moi, ce que je vois actuellement, c'est... il faut retourner à Albert Hirschman et la théorie de la coercion. Et vraiment, le nouveau et la géoéconomique. C'est qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des ressources rares, on voit que dans un monde qui est très conflictuel, les pouvoirs essayent précisément de s'accaparer les ressources rares et d'exercer une coercion sur les autres pays. Donc là, l'exemple, encore une fois, ça va être la Chine. Si on regarde ce qu'a fait la Chine avec les réseaux de production de métaux industriels, de terres rares et de métaux industriels, vous regardez la position de la Chine dans ces réseaux en termes à la fois les relations avec les pays où il y a les mines, mais aussi le processing, le raffinage de tout ça. Vous prenez 10 ans, il y a 10 ans, la Chine était un participant à peu près normal dans un réseau. Maintenant, vous regardez, la Chine est au centre de tous ces réseaux-là. Pourquoi? Mais et là, Hélène, je n'ai pas du tout dit que tout allait s'arranger par l'opération du Saint-Esprit. J'ai dit au contraire que c'est l'un des sujets dont il faut s'occuper, et s'occuper avec le soutien des populations et des gens qui sont sur le terrain, qu'il s'agisse de peuples autochtones ou de communautés locales dans nos pays, parce qu'évidemment, si on ne s'en occupe pas, et ce qui est quand même un des grands trous noirs de la pensée économique en ce moment, puisqu'on fait comme si on avait des ressources pour continuer. Moi, je ne suis pas partisane d'une décroissance, mais la qualité de la croissance, le caractère régénératif ou circulaire de nos systèmes agricoles, etc., sont des choses fondamentales. Non, pas de mépris sur ce que j'ai dit. Jean Tirole, vous souhaitez réagir à
à la réaction, pour le coup, d'Hélène, à vos propos. Oui, je pense que c'est la responsabilisation qui est importante et en tant qu'économiste, c'est un peu évident. Aujourd'hui, on peut utiliser l'eau gratuitement, on peut polluer quasiment gratuitement et tout le monde trouve ça bien, alors que les valeurs, c'est évidemment qu'on ne veut pas. Mais effectivement, si on donne aux gens la chance de le faire, ils le font. C'est très clair, de même que quand il y a des pays, des États membres qui enfreignent leurs promesses, qui ne tiennent pas leurs promesses en Europe, on ne les punit pas, évidemment, ils auraient tort de s'en priver, etc., etc. Donc il y a un peu cette question. Alors évidemment, quand je parlais tout à l'heure d'institutions et de l'admiration que certains de nos compatriotes ont pour Trump, évidemment, c'est exactement l'antipode de ce qu'on veut. C'est une catastrophe pour la démocratie, c'est une catastrophe pour la science, comme le disait Hélène, c'est une catastrophe pour à peu près tout. Mais ça n'empêche pas qu'il ne faut pas regarder comment nous sommes, nous. Et qu'est-ce qui va se passer quand on fait face à un Trump et à un Xi Jinping. Il faut aussi comprendre ça. Et donc, si nous, on ne se remet pas en question, on va avoir des problèmes. Pourquoi la réaction actuellement sur notre manque d'innovation, c'est de mettre encore plus d'argent sur l'innovation sans rien changer? Pourquoi Eh bien, il faut aller aux incitations de nouveau. Tout simplement parce que ceux qui distribuent les chocolats veulent continuer à distribuer les chocolats, à saupoudrer et à avoir le contrôle sur ces chocolats. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et c'est pour ça que ça ne marche pas. Donc, si on ne se remet pas en question, on n'y arrivera pas. Alors évidemment, l'état de droit est crucial, c'est un peu l'avantage qui nous reste. Mais il faut aussi trouver une façon d'agir plus vite et d'agir de façon plus efficace. Sinon, malgré tous les défauts, y compris économiques, des dictatures, on va se retrouver comme on se retrouve déjà maintenant, mais de plus en plus dépendants. Ce qui se passe avec Trump, c'est simplement l'annonce de ce qui va se passer encore plus demain. Alors, il y a la réflexion en amont, il y a vos solutions, effectivement, vos idées qui fusent, et puis il y a, je dirais, l'infusion de tout ça par l'opinion. Et donc, parmi les questions, il y en a une pertinente qui rejoint ce que vous dites. Comment créer un sentiment d'appartenance européenne, notamment dans les jeunes générations? Parce qu'on voit que là, il y a un gros déficit quand même. Est-ce que c'est un problème strictement politique? Est-ce que c'est un problème de communication? Et autre question qui synthétise, pourquoi n'arrive-t-on pas à faire aimer l'Europe? Alors ça, je vous pose la question à tous, là, parce que vous avez tous les mains dans le cambouis. Alors, André. Oui, parce que je voulais quand même aussi répondre au sujet des valeurs. Quand je dis que les pays autoritaires innovent, en fait, c'est sur leur système. Et donc, je rejoins totalement ce que vient de dire Jean. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous n'innovons pas. Il y avait un fameux commissaire européen qui disait « la démocratie est lente par essence ». Si on accepte ça comme postulat, on est mort. C'est-à-dire si la démocratie n'est pas capable d'être beaucoup plus rapide, de se remettre en question, est-ce que la démocratie parlementaire est quelque chose qui peut évoluer aussi à l'aune des réseaux sociaux et à la capacité d'interroger chaque... C'est ça que je voulais dire, c'est l'innovation sur le système. Trump est en train d'innover sur le modèle du dictateur, mais le dictateur émergent dans un monde démocratique. La Chine innove parce qu'elle réussit à faire... Je rappelle d'ailleurs, Clément disait que on est aujourd'hui en admiration, enfin beaucoup de dirigeants à Mezzovice disent ils sont un peu en admiration devant Trump. Je rappelle quand même, moi j'ai vécu 10 ans en Chine, que je voyais pas mal, enfin tout le temps des patrons du CAC 40, ils revenaient, et dans l'avion Air France qui les ramenait de Pékin, c'était bon, on n'aime pas trop le système, mais qu'est-ce que ça marche? D'où la naïveté totale dans laquelle on s'est complu pendant 20 ans, et dont certains premiers ministres sont encore des représentants de ça. Mais juste sur l'histoire de l'espoir, moi je pense qu'aujourd'hui, ce sont les institutions européennes qui ont perdu les citoyens. Et d'ailleurs, on me pose souvent la question, pourquoi vous n'avez pas pris une couleur bleue? Je pense aujourd'hui, on me dit, mais pourquoi tu ne mets pas une couleur bleue avec 12 étoiles jaunes? Parce que je pense qu'aujourd'hui, ce combat, il est perdu. On célèbre aujourd'hui la destruction créatrice. Je pense que sur nos institutions, également, on doit avoir le courage de rénover ça, parce que je suis convaincu, vous voyez tous les sondages d'opinion, que la plupart des jeunes ont un sentiment très fort, et pas juste l'auberge espagnole, mais d'appartenance à ils sentent qu'il faut faire masse dans un monde de carnivores.
mais aujourd'hui ne se sentent pas du tout représentés par les débats qu'il y a au Parlement européen ou par des espèces de visions très éloignées du citoyen. Ça commence évidemment par les élections européennes, où en fait on ne connaît pas son parlementaire. Je reviens en toute logique à la question sur la création de ce sentiment d'appartenance, comment on réenchante l'Europe, surtout comment on convainc, comment on réenchante l'opinion. On a l'occasion, on a la chance d'avoir 2 hauts responsables européens, ministres, députés, etc. Sylvie Goulard. Non, alors d'abord, je crois qu'il faut bien mesurer le passage des générations. C'est-à-dire qu'il y a un truc qu'on n'a pas vu, c'est qu'il y avait une génération qui avait un surmoi européen. Et quand vous discutiez avec Robert Badinter, avec Karl Lammers, avec des gens comme ça, de toute façon, ils allaient à Bruxelles pour construire quelque chose qui n'était plus jamais ça. On n'a pas vraiment commencé à concevoir une éducation qui soit systématiquement plus européenne, mais ça va aussi... la télévision que vous payez, enfin avec la redevance, il n'y en a plus, mais enfin la télévision du service public. Moi, quand j'étais députée européenne, je suis allée voir plusieurs présidents de France Télévisions en leur mettant sous le nez le règlement, le cahier des charges. Il y a dans le cahier des charges des articles qui demandent beaucoup plus d'informations et d'éducation et d'émissions sur l'Europe. Donc, c'est éducation dans les écoles, éducation par tous les moyens. Et il faut qu'on sache que maintenant, je dirais que dans la propagande privée, il y a quand même des forces extrêmement vigoureuses, anti-européennes, nationalistes, vendant même un christianisme de pacotille. Donc, tout ça, il faut peut-être qu'on y réfléchisse. Donc, on n'a pas commencé à faire les Européens, avec un obstacle que je vois quand même beaucoup en franchissant les frontières, et on est plusieurs ici à le faire, c'est que ce que nous essayons de faire en Europe est particulièrement difficile à cause de la langue. Même si maintenant il y a des systèmes de traduction, même si le sens de ce qu'est une règle, là, dans l'institut que je préside en Allemagne, là, je suis en train de me battre contre le Bund, contre l'État fédéral allemand, sur l'interprétation de certaines règles. Mais j'ai l'impression d'être revenu en 2009-2011 quand on parlait des règles du pacte de stabilité avec Wolfgang Schäuble. Il y a quand même un rapport à la règle qui est différent. Donc vous pouvez traduire avec un IA le mot règle en allemand ou le mot dette, mais c'est la même chose qu'il y a derrière. De même, quand vous regardez la perception des Italiens, il y a quand même un aspect culturel. Il faut qu'on enrichisse nos cultures mutuelles. Je vous mets au défi de survivre dans une assemblée où il n'y a que des Italiens qui font des allusions à la Divine Comédie de Dante. Ou quand des Allemands vous parlent de Faust pour dire que, à propos de Trump, ça s'applique parfaitement, que le diable chez les Allemands, c'est l'esprit de négation. Et l'esprit de négation, c'est la marque du diable. Ce qu'est la guerre de 30 ans dans dans la mémoire collective des Allemands n'est pas ce qu'elle est chez nous. La laïcité n'existe pas dans d'autres pays européens. Donc, il faut quand même se dire, au lieu de se flageller tout le temps, qu'on essaie de faire des choses extrêmement difficiles, que ces choses, on n'a pas commencé à les faire de manière systématique. Et moi, j'en veux beaucoup quand je vois Mme von der Leyen aller beaucoup plus à Kiev que dans les anciens États membres. C'est très important d'aller à Kiev. On a besoin d'aider les Ukrainiens. Mais est-ce qu'on voit suffisamment les responsables européens dans les États membres? Est-ce qu'on croise suffisamment les points de vue? Heureusement qu'il y en a qui sont un peu mixtes, comme André, dans nos débats. Là, on est en train de parler d'Europe entre Français, quand même. Et je vous assure, il y aurait un Balte, un Irlandais ou un Allemand... je suis britannique aussi, hein. Pardon ? Oui, britanniques aussi. Mais enfin, eux, ils sont partis. Hein. Moi, je respecte leur souveraineté. Non, mais il faut respecter la souveraineté. On a ouvert la porte, ils ont dit on s'en va, ben on s'en va. Donc moi, je m'occupe d'abord de ceux qui sont dans l'Union européenne. Mais encore une fois, je crois que la raison d'espérer, c'est qu'on n'a pas encore vraiment commencé. Et ne nous rassurons pas avec Erasmus, qui touche un tout petit nombre de jeunes. La vraie question, c'est tous les jeunes qui sont en dehors de la formation, c'est tous ceux qui n'ont pas accès à tout ça, ou même parmi les étudiants, ceux qui n'ont pas les moyens, parce que partir en Erasmus, ça coûte cher aussi. Clément Beaune, ancien ministre des Affaires européennes, donc là vous étiez vous aussi dans le chaudron. Comment réenchanter l'Europe? Est-ce que vous avez aujourd'hui, je ne vais pas parler de regrets, mais allez, vous dites j'aurais dû faire plus sur tel point, j'aurais pu, mais je n'ai pas pu le faire. J'aurais dû, mais je n'ai pas pu le faire. Quelle est votre vision des choses aujourd'hui après être passé par les affaires européennes? Ça, il y a plein de choses sur lesquelles j'aurais voulu faire plus ou mieux, mais je ne vais pas dire c'est la faute des autres. Et puis j'espère qu'il reste des choses à faire, pour moi et pour plein d'autres. Donc si on regarde devant sur le sentiment d'appartenance, on l'appelle comme on veut, moi j'y crois beaucoup. L'Union européenne, c'est un projet politique
atypique. On parle d'innovation démocratique, là aussi, il ne faut quand même pas balayer ça. C'est la plus grande innovation démocratique du dernier siècle et qui est encore à tout début. J'espère qu'elle ne s'interrompra pas parce que c'est fragile de son parcours. Bon, ça paraît extrêmement chiant, pardon, un trilogue pour ceux qui, dans cet amphi ou ailleurs, apprennent. Non, mais les procédures européennes, la codécision, les termes sont compliqués. Ils sont d'ailleurs pas beaucoup plus simples chez nous. Je suis toujours surpris quand on dit on n'aime pas l'Europe parce que c'est compliqué, parce qu'il y a des trilogues, des trucs avec la Commission, le Parlement européen et puis le Conseil avec les États membres. Enfin, une commission mixte paritaire, bon, je ne suis pas sûr que ça parle beaucoup plus chez nous aux gens. Surtout pour faire la loi du plan. Voilà, bon. Qu'est-ce qui fait un sentiment d'appartenance? Moi, je suis convaincu, je me définis comme un pro-européen convaincu, il y a plein de façons de l'être, pas parce que j'ai eu, et j'en ai eu aussi, des très bons enseignants qui m'ont dit l'euro c'est bien pour tel bénéfice économique ou le marché unique c'est bien pour tel bénéfice économique, parce qu'on a quelque chose, un moment d'intime, de personnel, de charnel qui fait qu'on se sent européen, puis après on déroule, et puis après on se convainc. Et après il y a des arguments rationnels, et heureusement. Mais il faut passer par ce moment, si je puis dire, d'intimité. Et Erasmus, Sylvie a raison, c'est malheureux, pas anecdotique, enfin c'est minoritaire. Mais c'est quand même la voie à suivre. Parce que si tous les gamins d'Europe avaient fait 6 mois avant leurs 25 ans comme apprentis, comme stagiaires, comme étudiants dans un autre pays de l'Union européenne, c'est pas un luxe et c'est pas une lubie. Aujourd'hui, c'est vu comme tel parce que ça touche encore 5 à 6% des étudiants européens. Mais c'est quand même exactement ce genre de choses qui va créer du lien. Bon. Et ça peut être Erasmus, ça peut être Interrail, ça peut être la culture européenne parce qu'on a des médias communs, parce qu'on a aussi, je le dis, vous parliez de regrets, j'ai mené un combat et je sais qu'il est difficile, donc je ne jette pas la pierre, mais quand même, avec nos médias, y compris nos médias publics, bon, qui font quand même plutôt mieux que les autres en matière d'information européenne, mais enfin, pas assez. Bon, je prends toujours cette anecdote parce qu'elle est révélatrice, c'est pas qu'une erreur. Le jour où Madame von der Leyen a été élue présidente de la Commission européenne en 2019, au Parlement européen. C'est quand même important. Quand on couvre les élections américaines, on a un envoyé spécial par État, dans tous les médias français. Très bien. On recompte le Wisconsin jour après jour, heure après heure. Bon, la présidente de la Commission européenne, elle va quand même faire des choses qui vont nous concerner pendant 5 ans. Ça a duré exactement 12 secondes au journal télévisé d'une grande chaîne de service public. Et ça a été présenté comme ça, je cite, sans transition, en bref, à l'étranger. Bon, Madame von der Leyen a été élue à Strasbourg, au Parlement européen. Bon. Ça dit quelque chose quand même. Donc il faut qu'on crée il n'y a pas un outil, c'est pas Erasmus qui fera la baguette magique, c'est pas un programme d'histoire commun franco-allemand européen qui fera la baguette magique, mais c'est la multiplication de symboles et de sentiments d'appartenance. Le projet sera sans ciment, ce sera un mur magnifique, avec de très belles briques, le plus haut possible, et il faut continuer à le construire, pas au sens d'enfermement, mais au sens de projet collectif. S'il n'y a pas de ciment, ça ne tiendra pas, et le ciment, c'est quand même ce qu'on vit. Et d'ailleurs, là, on ne réinvente pas grand-chose. Quand on a créé la République, on a bien compris que ça passait par l'école, par l'éducation, par les symboles, par l'hymne, par le drapeau, par un vivre en commun, vivre ensemble, comme on dit de manière un peu galvaudée aujourd'hui, qu'on n'a pas du tout au niveau européen. Il ne faut pas l'imposer, mais il faut en donner quand même les possibilités, et au-delà de ceux qui sont évidemment déjà convaincus. Parce que moi, que j'ai fait Erasmus, j'ai trouvé ça super, j'ai bu des verres et j'ai encore des amis, on échange sur les réseaux sociaux. Mais j'en avais pas fondamentalement besoin, honnêtement, parce que j'avais déjà une exposition européenne, j'avais déjà des professeurs formidables. Mais en revanche, il faut qu'on développe ce genre de choses. Ça, j'en suis absolument convaincu. Et si j'ai un petit regret, c'est qu'on passe beaucoup de temps sur les aspects justement institutionnels. Moi, j'allais dire, ils sont très importants. Je ne dénigrerai pas les institutions, mais il faut les compléter par ce genre de choses, parce que sinon, ils resteront effectivement vus comme une bande de gens un peu lointains, et on pourra mettre des gens très bien ou moins bien, ça ne changera pas. Alors, sur l'exemple d'Erasmus, Hélène Ray. Oui, donc je suis assez d'accord avec le fait que les rencontres, il n'y a que ça de vrai, quoi. L'expérience des autres, l'expérience des autres cultures, c'est vraiment très important. Donc, dans la mesure où, bon, évidemment, Erasmus, généraliser Erasmus, non seulement à des étudiants dans les universités, mais au niveau des apprentis, etc., je suis tout à fait pour. Mais moi, je vais juste dire, d'un point de vue personnel, je viens d'une petite ville d'Auvergne qui avait 6000 habitants. Ma petite ville d'Auvergne, quand j'ai grandi, elle était jumelée avec 3 villes. Une ville qui était en Bavière, Laufen, une ville qui était au Pays de Galles, Cardigan, et une ville qui était en Italie, Suzzara Gonzaga, dans la plaine du Pô. Et bien, pour moi, parce que j'avais mes correspondantes, parce que j'écrivais, parce qu'il y avait de temps en temps des gens qui venaient pour échanger, qui amenaient les Bavarois, ils amenaient de la bière. Ça crée tout de suite, ça change la vie. Mais vraiment, ça ouvre totalement. Et je pense que ça, c'est quand même quelque chose qui pourrait être
réplicable dans beaucoup de petites villes. C'est pas forcément très cher, c'est pas forcément tout le monde n'a pas besoin d'y aller, mais juste le fait de cette expérience, c'était extraordinaire. Oui. Alors, Hélène, le sujet passionne, Sylvie Goulard. Oui, non, c'est simplement parce que j'ai la chance de présider le Deutsche Französisches Institut qui est en Allemagne. Et je vais vous raconter cette petite histoire que je trouve absolument fabuleuse. Pourquoi il y a des jumelages entre les villes françaises et allemandes et à quand ça remonte? Parce que je trouve que... C'est pour ça que moi je suis convaincue que le problème principal, c'est un problème moral. Soit on se retrousse les manches et on considère qu'on a des choses à faire, on a une responsabilité, comme vous l'avez dit, soit on consomme l'Europe. 1948, c'est-à-dire un an avant la création de la République fédérale d'Allemagne. L'Allemagne était une zone d'occupation partagée entre les soviétiques, les Américains, les Français et les Anglais. Il y a un groupe de personnes de la société civile qui se sont dit « Non, mais on ne va pas recommencer avec les Français, il faut qu'on fasse quelque chose ». Et donc, ils ont lancé le premier jumelage. Et le premier jumelage, c'était entre Ludwigsburg, qui est cette petite bourgade près de Stuttgart, et Montbéliard, en France. Et ce qui est assez incroyable, c'est que, je ne sais pas si vous imaginez, 3 ans après la guerre, des morts dans toutes les familles, et ces gens ont fait le pari complètement fou de dire on va se voir et au niveau le plus bas. Et j'ai eu la chance de célébrer les 75 ans de toute cette aventure avec eux, et donc, ce que racontaient les gens des deux côtés, c'est que ça n'a pas été facile du tout, du tout. Donc en fait, si on veut faire l'Europe, il faut se retrousser les manches, il faut aller contre ce qui est peut-être la pulsion la plus facile. Et j'allais dire, je voudrais ajouter une chose, certains connaissent mes dadas, mais chez les nationalistes et ceux qui vous parlent de l'Europe des peuples, rappelez-leur ce que c'était l'Europe des peuples. C'était celle d'avant la construction européenne. Et l'une des manières dont on a tremper le patriotisme national, c'était dans le sang. C'était en allant tuer ses propres enfants, les envoyant tuer des Allemands ou à l'inverse. Et moi, je suis très, très frappée du retour de cette image fraîche et joyeuse de l'Europe des peuples et des nations, comme si, avant la création européenne, tout allait mieux. Dans chaque village, dans chaque mairie, dans chaque église, vous avez la liste de ceux auxquels on doit de continuer. Merci. Alors... Je vais être un peu provoque, je vais me faire l'avocat du diable avec une question qui est posée. On sait que certains pays maintenant, on parlait tout à l'heure de l'unicité, de l'union, de certains qui tirent peut-être la couverture à eux. Il y a les pays qui ne marchent pas et il y a les pays qui marchent bien. Donc question directe, pourquoi aujourd'hui ça marche en Espagne et au Portugal? Est-ce qu'il y a ce sentiment justement d'appartenance plus fort en Espagne et au Portugal? On ne parle pas de l'Italie parce que on pourrait en parler pendant des heures, mais ces deux autres exemples, Espagne et Portugal, pourquoi ça marche chez eux? Voilà, la question est concrète. Jean Tirole. Est-ce que c'est lié au sentiment d'appartenance ou c'est réellement la capacité des gouvernants de ces pays à redresser sur le plan économique? Alors, je ne suis pas spécialiste, je voudrais juste revenir sur ce qui vient d'être dit. Je pense que c'est vraiment important d'avoir les narratifs qu'il convient à... Qu'est-ce qui va créer en Europe du vivre ensemble, un sentiment d'empathie, de vouloir être ensemble? Et in fine, c'est vraiment les narratifs qu'on peut avoir, plus le contact. Alors le contact, effectivement, ça a été souligné plusieurs fois. C'est vrai que le contact aujourd'hui est très élitiste. Et même les jumelages, d'ailleurs, moi, mon expérience du jumelage, c'était essentiellement des gens qui avaient fait la Deuxième Guerre mondiale, qui ont dit « on ne veut plus jamais ça », effectivement. Et c'était effectivement, c'était pas tellement les jeunes, c'était plutôt les gens qui avaient vécu la Deuxième Guerre mondiale. Et c'était remarquable ce qu'ils ont fait, c'est absolument remarquable. Mais voilà, aujourd'hui, on n'a plus ce narratif, il a disparu, et puis on oublie très vite. Donc, il y a beaucoup d'études dans les sciences humaines et sociales sur effectivement qu'est-ce qui fait une communauté, comment on fait. Il y a un livre célèbre qui parle des communautés imaginaires, parce que toute communauté est imaginaire, in fine. La France également. Alors que ce soit un pays, que ce soit une religion, que ce soit toute autre communauté, c'est toujours construit autour d'une histoire. L'histoire, d'ailleurs, étant beaucoup plus un narratif et une mémoire qu'une histoire vraiment. C'est-à-dire qu'effectivement, on trouve des éléments communs, on cherche des éléments communs. Et donc, il faut les trouver. La langue est un obstacle, ça c'est clair. Le fait qu'on connaisse les politiques français, par exemple, et pas les politiques allemands, et on ne les entend pas d'ailleurs, les politiques allemands. Mais est-ce qu'il faudrait avoir des livres d'histoire qui soient au moins contrôlés, une partie écrite en commun au niveau européen? Il faut créer ce narratif européen.
Alors, est-ce qu'il y a un narratif Jean Tirole espagnol et un narratif portugais? Pourquoi ça marche chez eux? Non, alors là, c'est une autre chose. Pourquoi ça marchait? Moi, je ne suis pas spécialiste de tout ça, mais il faut quand même reprendre ce qu'étaient l'Espagne, le Portugal et la Grèce il y a 12 ans ou 13 ans. Alors, je ne vais pas le citer, mais un économiste que je respecte énormément me disait « Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ?» Il faudrait une bonne crise pour qu'enfin on se réveille. Alors, il ne faut pas qu'elle soit trop forte, parce que si elle est trop forte, évidemment, c'est la catastrophe. Mais il faut, pour l'instant, on est touché par des bombardements. En fait, il n'y a jamais eu de catastrophe en France les 30 ou 40 dernières années. On n'a même pas eu la crise financière. On l'a subie, mais on ne l'a jamais eu. Nos banques n'ont pas fait faillite. La crise climatique, c'est lent, ça évolue. La dette, elle augmente, mais il ne se passe rien parce qu'elle augmente lentement, etc., etc. Donc on a toutes ces bombardements. L'éducation, j'en parle pas. Et on a tous ces bombardements que notre démocratie ignore. D'accord ? Donc, si je puis dire, l'Italie, l'Espagne et la Grèce ont eu la chance, entre guillemets, parce qu'ils en ont quand même bavé, si vous me pardonnez l'expression, de se rendre compte un jour qu'est-ce que ça fait d'être court-termiste. Et nous, comme on n'a jamais eu ça finalement, on est encore en train de déplacer les transats. Sylvie Goulard. Oui, non, il y a des. Il ne faut pas simplifier. D'abord, c'est des pays qui ont eu beaucoup de mérite aussi de se prendre en main. Il y a eu des réformes. J'ai dit que j'étais volontairement provocateur. Il y a eu des réformes. Non, mais moi, ce qui me frappe un peu en France, c'est qu'on vit sur la rente de l'exception française. Et que Bruxelles a d'ailleurs encouragé. Quand Jean-Claude Juncker avait dit qu'il n'appliquait pas le pacte de stabilité avec sévérité à la France parce que c'était la France, ce n'est pas nous rendre service. Voilà, il faudrait juste effectivement que plus souvent, comme vient de le faire Emmanuel, on regarde ce qui s'est passé dans des pays entre guillemets plus petits, comme on dit, dans des pays qui ont des expériences différentes et qu'on arrête de se prendre pour le nombril de l'Europe. Parce que vraiment, moi, une des choses que je sens pour la première fois, mais vraiment pour la première fois, je ne sais pas si les autres le partagent, c'est un mélange d'agacement chez nos partenaires ou de lassitude. Pas méchant, mais de dire, bon, écoutez, si vous voulez continuer à faire vos bêtises, on fera sans vous, quoi. Et c'est la première fois que je sens, et j'attire l'attention là-dessus, parce que comme Française, ça ne me fait pas plaisir, des partenaires européens qui commencent à dire qu'on a un peu trop tiré sur la ficelle. Clément Beaune. Alors, j'ai une question concernant la gouvernance. Vous disiez tout à l'heure, Clément, que les problèmes administratifs, tout ça, c'est bien, mais ce n'est pas forcément prioritaire. Il y a quand même la question de la gouvernance en Europe. Comment on travaille ensemble? On voit que ce n'est pas facile, au point où on en est l'Europe aujourd'hui, malgré son histoire. Et puis, question corollaire, d'ailleurs, qui est posée ici de manière très judicieuse, est-ce qu'on peut changer les traités européens pour améliorer le fonctionnement de nos institutions? C'est quand même un point important. Donc, la gouvernance, quid, ensemble, comment faire? Et les traités européens, est-ce qu'on fait tout voler en éclats? Mais je ne dis pas du tout, je crois même le contraire, que la gouvernance, ce n'est pas important. J'ai dit, même écrit, que dans notre pays, je pense qu'on est malade d'une gouvernance qui ne va pas du tout. Et je pense qu'on parle beaucoup de la proportionnelle, je ne rentre pas dans ce débat national là, mais que les questions de gouvernance nous feraient beaucoup de bien si on les traitait pour créer, André le disait aussi, un peu de respiration collective. Bon, je suis toujours très surpris que, par exemple, on ne sait tellement pas bien comment marche un compromis parlementaire qu'on le met à notre sauce aujourd'hui. C'est-à-dire que les pays qui ont des coalitions, ils font un compromis budgétaire avant la discussion budgétaire entre ceux qui participent au gouvernement. Et du coup, il y a une forme de majorité. Bon, personne ne rentre dans la grotte sans lampe frontale. C'est un peu ce qu'on vit, faute de mieux, parce qu'on ne sait pas collectivement comment ça marche, un compromis parlementaire. Donc, il y aurait beaucoup à dire sur nous. Plus, à mon avis, c'est pas du tout pour les défendre, j'ai pas d'action dans le produit, les institutions européennes, mais je trouve que c'est un peu une facilité de dire, en fait, on va combler, c'était beaucoup ce que j'entendais, moi, quand on m'a formé aux questions européennes, quand j'ai découvert un peu tout ça, on me disait, il faut combler le déficit démocratique. Bon, en fait, quand il y a un projet politique, un leadership et parfois une crise aussi, il faut bien le dire, on trouve des projets communs et c'est plus, on l'a dit de manière différente, le sens du projet commun qui nous manque que les institutions parfaites qui ne le seront jamais en réalité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à changer. Simplement, ce que je dis, là, c'est pragmatique pour le coup, c'est que le changement de traité, ça prend du temps à faire. 2, ça ne marche pas toujours parce qu'il faut que ça soit ratifié démocratiquement. On l'a vécu et à 27, c'est peut-être un des problèmes de l'élargissement. Enfin, maintenant, c'est comme ça, c'est encore plus compliqué. Donc, je ne mettrai pas trop d'énergie de court terme là-dedans.
Et surtout, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans la boîte à outils qu'on s'est donnée, y compris le fameux verrou de l'unanimité, les droits de veto. On peut le faire sauter sans avoir besoin de changer nos traités. Et une dernière remarque là-dessus, parfois, là aussi, il faut dire la vérité sur les sujets institutionnels. Je le dis comme Français, j'ai été ministre des Affaires européennes au Quai d'Orsay. Il y a un tabou français qui est le veto en matière de politique étrangère, et on le défend mordicus. Bon, un peu moins maintenant, mais enfin quand même. Avec l'idée que ça nous protège. Bon, évidemment, sur le papier, un veto, ça vous protège. Si vous n'êtes pas content, vous bloquez. Bon. Qui bloque aujourd'hui? Je crois qu'il y a eu 60 utilisations du droit de veto ces 5 dernières années, plus de 48 ou 49 par la Hongrie. Bon. Il ne faut pas faire des réformes pour des sujets de circonstances. Mais ça protège qui le veto? Ça protège celui qui veut empêcher les autres d'avancer. Dans un système comme l'Europe, en réalité, Sylvie le sait aussi bien ou mieux que moi, quand on décide collectivement, comme on se voit tous les jours à Bruxelles, à Strasbourg, on ne n'humilie jamais l'autre. On ne met jamais l'autre dans un corner. Donc en fait, quand vous n'avez pas le droit de veto, vous prenez quand même en compte la position, surtout pour un pays comme la France, ça prend du temps. Il ne faut pas s'agiter tous les jours et bloquer tous les jours, il faut être responsable. Mais en réalité, le veto, c'est la prime à celui qui ne veut pas de l'Europe, quel que soit le domaine, fiscal, politique étrangère, etc. Donc, mais ça, on peut tout à fait le changer sans faire une grande réforme des traités. Mais je pense que ce qui nous manque, pour résumer, c'est quand même surtout l'envie et le projet. C'est pour ça que dans les crises, on n'est pas mauvais, parce que le projet, on nous le donne de manière extérieure. Quand il faut gérer le Covid, il faut gérer le Covid. Oui. Quand il faut réagir sur la crise ukrainienne, il faut réagir sur la crise ukrainienne. En revanche, quand il faut définir nous-mêmes le projet commun, c'est compliqué. Et je le dis pour le plaisir du débat. D'ailleurs, on prend les images ou l'imaginaire des Américains. La casquette d'André en est un bon témoignage. On prend, et tu as raison de le retourner, mais on prend l'imaginaire des Américains. On a vu 200 000 fois à la télé le bureau ovale en vrai ou en film. On n'a jamais vu le bureau d'Ursula von der Leyen ou du président du Conseil européen. On n'a pas d'imaginaire européen qui nous relie. Et ça paraît anecdotique, je pense que c'est fondamental. Alors, avant André, Sylvie. Non, ce qui me frappe, c'est que, par exemple, Romano Prodi avait essayé de lancer une réflexion sur les lieux de pouvoir à Bruxelles. Il y avait eu tout un travail qui avait été fait avec Rem Koolhaas, etc. Ce qui est difficile, c'est, enfin, moi j'adore cette phrase, c'est on ne demande pas à la dinde de préparer Noël. Le problème, c'est qu'autour de la table, vous avez des gens qui doivent... C'est pour ça que la population, la société civile a son importance. Les entreprises ont aidé à faire le marché unique de Delors en 92. Les citoyens doivent mettre la pression sur leurs dirigeants nationaux qui vont à Bruxelles pour défendre leurs propres prérogatives. Il y a quand même un peu de ce petit jeu-là. On va à Bruxelles, on capte la lumière européenne et dans le même temps, on garde son veto. Moi, l'institution qui me pose un vrai problème, c'est le Conseil européen. Le Conseil européen, qui est devenu une institution seulement en 2009, est une institution dans laquelle aujourd'hui M. Macron, M. Merz, Mme Meloni vont. Chacun a sa parfaite légitimité nationale, mais il n'empêche que quand ils prennent des décisions pour tout le monde, c'est beaucoup moins légitime parce qu'ils n'avaient pas de mandat pour ça. D'ailleurs, la présidentielle en France, vous allez voir la prochaine, on ne parlera pas spécialement d'Europe. Mais ça n'empêche pas de faire des trucs. Alors vous disiez, qu'est-ce qui est dans la boîte à outils? Moi, j'aime bien rappeler un précédent historique de 1985, qui n'est pas très connu en France. 1985, il y avait la formidable Margaret Thatcher au pouvoir quand même. Ça te fera plaisir, Hélène, je parle du Royaume-Uni. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Le Royaume-Uni, la Grèce et le Danemark voulaient bloquer l'ouverture des négociations qui sont devenues l'acte unique européen. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? La présidence italienne à l'époque, c'était à Milan, c'est pour ça que j'aime bien le citer, a dit, bah, écoutez, vous savez quoi, il y a une majorité, donc nous, on va sortir en salle de presse et on va dire que le Conseil européen a décidé d'ouvrir les négociations. Et ceux qui ne sont pas contents, c'est pareil. Et c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Résultat, 2 mois après, eh bien, les Britanniques, les Grecs et les Danois sont allés négocier l'acte unique. Parce que les présidences peuvent aussi prendre leurs responsabilités. Ce n'était pas conforme à la lettre du traité, mais c'est quand même conforme à l'esprit qui veut qu'on essaye d'avancer. Alors, chers amis étudiantes et étudiants, écoutez bien, enfin, je pense que vous en êtes conscients, là, vous avez des cours de politique européenne, de politique économique, que vous n'aurez peut-être plus, enfin si, je vous le souhaite quand même, mais là vous avez quelque chose de formidable depuis 1 heure. Merci les GECO. Alors, André Loscrupietri, moi je voudrais en réaction, pas d'accord évidemment. Moi je pense, avec tout le respect que j'ai pour mes panélistes, à un moment il faut être quand même, on a 30% de prospérité en moins par tête de pipe depuis 20 ans par rapport aux États-Unis. On dira c'est les États-Unis, c'est les géants de la tech, etc. C'est 55% par rapport à la Suisse qui est juste à côté. Donc, on peut dire qu'il ne faut rien changer ou qu'il faut changer les choses à la marge et que ça va être trop compliqué.
Je rappelle quand même que c'est Machiavel, et à l'époque il avait un prince, donc c'était un petit peu plus dictatorial, disait « N'essayez pas de changer les institutions, créez quelque chose à côté et les anciennes s'adapteront ou mourront », a-t-il rajouté. Donc je pense que si on n'a pas le courage de réaliser qu'aujourd'hui on va dans la catastrophe et que si nous ne changeons pas, moi je fais la prédiction, peut-être que c'est toujours dangereux la prédiction, mais que si dans 5 ans nous n'avons pas radicalement changé notre manière de faire et surtout d'avoir une fabrique du projet collectif, une fabrique du projet collectif. Il est où le projet collectif? Nous sommes purement tactiques en Europe. En langage militaire, tactique, c'est on réagit. Où est la stratégie? Où est la vision? Où est le truc qui nous entraîne? Où est le projet sur la Lune? Enfin, n'importe quoi. Et il faut aussi avoir le courage de dire que nos valeurs, ça je ne l'entends pas beaucoup dans le discours, sauf par les partis extrêmes, et je pense que c'est une erreur, nos valeurs, on considère qu'elles sont supérieures aux autres. On considère que les valeurs d'humanisme, les valeurs de respect de l'environnement sont supérieures aux autres. J'entends pas beaucoup de gens dire ça. On est encore un peu dans le wokisme généralisé au niveau... On est dans un combat de système. Poutine veut nous faire la peau, Xi veut nous faire la peau, Trump veut nous faire la peau. Donc soit on réagit, soit dans 5 ans, c'est les partis extrêmes qui arriveront au pouvoir, peut-être dans 18 mois chez nous. Et sur l'innovation démocratique, on parle de la langue. Petite anecdote. Le seul endroit dans le monde où les fameux AirPods de Apple, alors je ne veux pas faire de la pub, avec de la traduction automatique, ont été interdites, c'est l'Europe, à cause de l'IA Act. Cherchez l'erreur. Qui c'est qui a fait une vraie innovation avec ses avatars? Je ne veux pas le citer parce que vraiment, je n'ai pas beaucoup d'admiration pour le personnage. Pour avoir pendant la dernière campagne présidentielle où il se démultipliait. Est-ce qu'on ne pourrait pas, alors la technologie ne va pas tout résoudre, mais est-ce qu'on pourrait, on parle toujours des deepfakes, ces vidéos truquées, mais est-ce qu'on ne peut pas utiliser justement quelque chose où quand Macron parle, eh bien son discours d'abord est réduit de 2 tiers, 2, il parle avec l'accent bavarois, et soudain, les gens de Bavière le comprendront. C'est comme ça qu'on créera un agora européen. Sinon, on va rester dans nos silos. Et je crains que ce soit les extrêmes qui nous imposeront leur système. On sent la passion de chacune. On sent la passion de chacune et chacun d'entre vous. On arrive au terme de ce débat. J'ai une dernière question, mais déjà, je vous prépare à l'exercice. Il n'y a pas que André qui a le droit d'avoir un slogan sur sa casquette. Je vais faire un petit tour de table pour savoir qui aura le slogan. On va faire un concours d'ailleurs. Tiens, qui aura le meilleur slogan pour vendre l'Europe et réenchanter l'Europe auprès de l'opinion. Dernière question par rapport à ce que tu disais, André. Question du public que j'essaie de retrouver. Voilà, quel impact de l'arrivée des populistes au pouvoir à moyen terme sur le fonctionnement de l'Europe et quid de sa pérennité? Alors... Clément? Ça va être très long, mais j'ai juste une remarque. On peut dire, et je le pense profondément, personnellement, politiquement, que ça serait catastrophique pour plein de raisons de mise en application de leur programme. Mais puisqu'on parle d'Europe, il y a quelque chose qu'on ne dit pas beaucoup ou pas assez. Il n'y a aucune initiative européenne, que ce soit, Sylvie le rappelait à juste titre, les premières, après-guerre, 3 ans, le congrès de La Haye, il y a des gens qui se sont réunis et qui ont créé des trucs qui n'étaient pas des institutions seulement, qui ont créé une institution universitaire, par exemple, qu'on a appelée le Collège d'Europe, et puis qui ont fait les premiers pas de ce qu'a été la déclaration de Robert Schuman en 1950, seulement 5 ans après la guerre, etc. Il n'y a aucune initiative qui nous a protégés, qui nous a fait du bien, qui a géré des crises, qui a été prise par un anti-européen au niveau européen. Donc le problème d'avoir des gens qui sont soit eurosceptiques, soit franchement anti-européens aux responsabilités, c'est tout ce qu'ils vont faire contre l'état de droit, contre la discrimination, etc. dans nos pays. Je ne rentre pas dans ce débat-là, ça serait très très long. Mais c'est aussi que jamais un risque n'a été pris d'audace européenne, de protection européenne par ceux qui n'y croyaient pas. Même si à la fin, ils enlèvent un petit peu d'euroscepticisme ou un petit peu d'anti-européisme dans leur cœur peut-être, ou en tout cas dans leur raison de leurs habits, c'est pas, pardon, je vais mettre des noms, c'est pas Madame Meloni, Monsieur Orban, etc., qui dans un Conseil européen vont dire on va faire un saut européen qui va nous permettre de gérer la crise. Jamais ça n'arrivera. Quoi qu'on pense de ce qu'ils ont fait dans leur pays. Jamais. Ce sont des gens qui croient un tant soit peu au projet européen, qui vont prendre des initiatives, qui vont faire avancer tout ce qu'on a dit là. Et donc rien que pour ça, il faut quand même se poser la question aussi, à cet égard, quand on met un bulletin dans l'urne. Qui souhaite répondre? Sylvie Goulard, Jean Tirole? Non, Sylvie.
Alors, Non, ça ne les empêche pas d'empocher l'argent européen quand même. Hein. Je crois qu'il faut le dire. merci pour cette assertion. Allez, on va conclure. Alors peut-être en guise, Hélène Ray, déjà de réponse sur ce point des extrêmes, et puis conclusion générale d'une table ronde très riche. Non, sur exactement ce point, c'est clair que les extrêmes ne disent plus maintenant qu'ils veulent sortir de l'euro ou sortir de l'Europe. C'était quand même la position auparavant. Maintenant, ils veulent effectivement miner l'Europe de l'intérieur. Donc, ça veut dire que si on a des populistes qui deviennent importants en Europe, moi, malheureusement, l'avenir que je vois dans ce cas-là, c'est un petit peu le dépeçage de l'Europe. C'est-à-dire tout ce dont on a parlé avant, le fait que Sabine Veillant, effectivement, on ne pouvait pas négocier sur le plan commercial parce qu'on n'avait pas de défense européenne. De la même façon, avec les Chinois, on ne peut pas vraiment négocier parce qu'on est toujours vu comme soutenu par les États-Unis et donc n'ayant pas d'existence indépendante. Si on a des populistes au pouvoir, ces problèmes-là se décuplent et l'Europe se fait racketter. Donc notre richesse se fait racketter par les pouvoirs à l'ouest et à l'est. Donc on va essayer d'éviter ça peut-être. Merci Hélène. Allez, rapidement, concours de slogans. On commence par Jean Tirole. Le meilleur slogan pour vendre l'Europe. Ah, le meilleur, non, je ne peux pas. Non. Il y a eu la mort d'Alain Delon récemment. On a revu tous les films, y compris Visconti et le Guépard et tous ces avatars, parce qu'il y en a plein maintenant. Et évidemment, il y a la célèbre phrase « Il faut que tout change pour que rien ne change ». Ce qui ne doit pas changer, c'est évidemment nos valeurs, nos civilisations. Ça a été rappelé par Hélène. C'est très, très important. Mais pour ça, il faut tout changer. Il faut tout changer, en particulier la gouvernance économique et la gouvernance politique. Sylvie. Moi, je crois que la meilleure définition de l'Europe, c'est « faites l'amour, pas la guerre ». Parce qu'il y a cette dimension émotionnelle et en même temps le refus de se disputer entre nous. Donc vous pouvez le prendre au sens strict, parce que c'est quand même une des bonnes manières d'apprendre les langues étrangères, ou vous pouvez le prendre à un sens plus figuré. Merci. On suivra le conseil. Clément Beaune. Il y a une expression que j'ai bien aimée qui est arrivée les derniers jours dans le débat, c'est la force positive. C'est un slogan qu'a utilisé le parti qui arrive en tête des élections aux Pays-Bas, dès 1966. Ça dit quelque chose, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. Ils ont combattu en étant, pour la première fois, ceux qui ont mis des drapeaux néerlandais et européens dans leurs réunions politiques, et ils ont combattu avec un attractif exactement opposé à celui de l'extrême droite, un parti populiste. Et donc je pense que notamment en étant pro-européen assumé, il faut faire comme ça. Donc j'espère qu'on sera une force positive collectivement. Merci Clément. Bon, alors on a déjà la réponse sur la casquette, mais il y en a peut-être une autre dans la tête, non? Non, je pense d'abord que méga, ça sonne beaucoup mieux que maga, vous l'aurez tous compris. Non, je crois que aujourd'hui, on est quand même les champions du monde des rapports, et que je parlais de vitesse. Aujourd'hui, le vrai sujet, c'est la mise en œuvre, et c'est ce que demandent nos citoyens. Donc c'est vraiment stop au rapport, place à l'action. Ah, pas mal. Hélène, c'est toujours très difficile d'arriver en dernier. Ouais, donc moi c'est très court. Europe, la remontada. Ouais. Bravo, merci. Merci pour cette table ronde vraiment complète que vous pourrez retrouver évidemment en podcast. Là, je m'adresse également à celles et ceux qui étaient derrière leurs écrans. Les GECO continuent. Merci de votre attention. Vous étiez super. Merci pour vos questions. Bravo. Allez, on va se faire un petit selfie tous les 5.